Bonjour Justine, Justine Cabanis, c'est ça? C'est ça. Je suis ravi de t'avoir aujourd'hui pour parler du RGPD. Le RGPD, on sait que c'est un sujet qui est parfois mal compris, qui a évolué au cours des années, qui a touché beaucoup de professions et c'est souvent vu par les entreprises comme une contrainte en fait. Et nous on le sait parce qu'on le pratique depuis des années, on en a discuté en préparant cette interview. Le RGPD, c'est un sujet qu'on comprend parfaitement quand on en comprend les conséquences. Donc voilà, l'objectif de cet entretien, ça va être d'expliquer à tous nos apprenants, à toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, ça va leur permettre de comprendre un petit peu comment comprendre la conséquence pour mieux réagir, adopter la bonne posture dans leur quotidien. On va peut-être t'inviter à te présenter. Comme ça, les gens vont comprendre un petit peu ce que tu fais dans le monde du RGPD, l'expérience que tu as, etc. De manière à crédibiliser un petit peu les contenus et tout ce qu'on va expliquer derrière. Donc voilà, je te laisse la parole pour te présenter. Merci Anthony. Justine Cabanis, moi je suis DPO certifiée, DPO externalisé. Alors DPO, qu'est-ce que c'est? C'est le délégué à la protection des données, ou Data Protection Officer en anglais, on utilise l'acronyme anglais. En charge en fait de piloter des dispositifs de conformité RGPD chez mes clients. Je travaille sur ces problématiques depuis 2016, où en fait on a commencé à travailler sur des offres pour pouvoir accompagner les entreprises dans leur mise en conformité à cette nouvelle réglementation européenne. En 2020, j'ai fondé le cabinet La Robe Numérique. La Robe Numérique, qu'est-ce que c'est? C'est un cabinet à deux entités, en fait. C'est un cabinet d'avocats qui est piloté par mon associé qui s'appelle Maître Oriana Labruyère, et également un cabinet de conseil qui contient en fait des juristes spécialisés en protection des données, ce qui nous permet en fait d'avoir une approche très juridique parce que après tout c'est une loi, donc forcément il y a beaucoup d'implications aussi avec les autres lois qui peuvent exister sur les sujets du numérique, mais également un cabinet de conseil pour avoir une approche très opérationnelle pour pouvoir en fait intégrer des contraintes juridiques dans les process de nos clients. Et donc voilà, nous on a une vision de la conformité, enfin en tout cas moi j'ai une vision de la conformité qui est très portée par la gestion des risques, parce que c'est de là où je viens en fait avant de vraiment découvrir ce sujet de la protection des données. Au cabinet, on anime aussi un podcast qui s'appelle La Robe Numérique, qui permet en fait de présenter des solutions tech françaises ou européennes qui répondent aux enjeux juridiques actuels. Il y a un grand lien en fait entre le RGPD, la souveraineté numérique, et c'est un sujet qui nous tient à cœur au cabinet. Donc voilà. Ok, très bien. On va en profiter pour inviter les gens à s'abonner au podcast. Exactement, n'hésitez pas à les mettre 5 étoiles. Pour le référencement. Dans le parcours, vous n'êtes pas du tout issu du RGPD à la base, 2016. Exactement. Comment vous êtes arrivé dans la thématique du RGPD? Est-ce que vous avez eu quelque chose qui vous a marqué ou est-ce que c'est le fil des choses qui vous a amené dans ce métier? Alors, à l'origine, moi, je faisais de la gestion des risques, de l'audit interne. Voilà, j'ai un intérêt en fait à gérer des risques. Par ailleurs, j'avais aussi envie d'avoir un métier que j'estime avoir un impact positif sur la société. Tous ces sujets de données personnelles et de protection de la donnée personnelle sont des vrais enjeux hyper importants pour l'ensemble de la population. En fait, même si on ne s'en rend pas toujours compte, finalement, nos données personnelles, c'est aussi une partie de nous. Et donc, c'était important pour moi de travailler sur ces problématiques de protection et de limitation en fait, de l'usage abusif des données personnelles des citoyens français et européens. Ouais, tout à l'heure, on va raconter une histoire sympathique que vous avez vécue avec votre numéro de téléphone. Et pour comprendre un petit peu, parce que tu me disais tout à l'heure que vous êtes 14 déjà dans le cabinet, oui. Ça fait quand même une belle équipe. Exactement. Pour comprendre un petit peu, vous arrivez souvent, j'imagine, vous êtes appelé en urgence sur certains contrôles, peut-être de la CNIL. Ouais. Vous arrivez pour éteindre le feu. En proportion sur vos clients, vous avez quoi? Vous avez 50% de gens qui vous appellent pour éteindre le feu et 50% qui pour la prévention? On préfère toujours arriver avant le feu, ouais, c'est toujours plus agréable. Souvent, en fait, soit on arrive, nos clients nous appellent parce que ils ont des enjeux business liés à la protection des données personnelles, c'est-à-dire que leurs clients sont des grands groupes, leurs clients sont des collectivités. Donc, du coup, ils ont des besoins de pouvoir justifier de leur conformité pour pouvoir décrocher des marchés. Ça, c'est une première passe. Et donc, dans ces cas-là, en général, on arrive en prévention ou alors au moment où il faut répondre vite à l'appel d'offres. Ensuite, on a aussi des clients qui souhaitent tout simplement se mettre en conformité avec les législations applicables, qui ont aussi cette peur de la sanction à un CNIL, parce qu'on y reviendra peut-être après, mais les montants des sanctions sont beaucoup plus importants qu'avant.
On a aussi une partie de nos clients qui nous appellent parce que la CNIL vient de leur envoyer un courrier ou la CNIL vient de débarquer chez eux. Et là, quand on n'a rien fait et qu'on n'a rien préparé, ça peut être très, très chronophage, très compliqué à gérer. Et dernier point où on arrive, et ce qui n'est pas toujours non plus très efficace, c'est on arrive parce qu'il y a une cyberattaque, qu'il faut faire une notification auprès de la CNIL, qu'il faut prévenir les gens que leurs données ont été exfiltrées ou ont été volées par un hacker. Et là, de la même manière, on arrive vraiment pour éteindre le feu, ce qui peut être complexe à gérer. C'est ça, parce que finalement, une des conséquences d'un manque de protection des données, c'est clairement la cyberattaque, quoi. En fait, alors c'est pas une conséquence, mais par contre, c'est que les conséquences de la cyberattaque vont être beaucoup plus importantes si vous n'avez rien fait en termes de protection des données personnelles. Alors il y a forcément une conséquence aussi, parce que quand on fait des projets de mise en conformité avec le RGPD, on va aussi beaucoup travailler sur la sécurité de nos données. Mais on aurait très bien pu travailler sur la sécurité des données sans travailler sur le reste des sujets. Mais par contre, voilà, le fait est que plus on a de données, plus la conséquence de la cyberattaque va être problématique. On a comme ça un petit peu un préjugé dans la protection des données. On se dit que c'est parfois très lourd à mettre en place pour une petite entreprise. Bon, coûteux pour une grande, on se dit. Est-ce qu'aujourd'hui, de votre fenêtre, en fait, vous avez le recul pour dire, voilà, les petites entreprises, c'est aussi accessible. J'imagine qu'aussi l'informatique aide beaucoup à protéger les données avec les bons logiciels dans les métiers. J'imagine que dans chaque profession, il y a des logiciels qui évoluent et qui respectent la protection des données. On va voir tout à l'heure, on va parler un petit peu de l'effacement des données, etc. Exactement. Est-ce que c'est dur de se mettre en conformité pour une entreprise? Une petite, une grande, une moyenne? En fait, c'est dur. Oui et non. En fait, pour une petite structure, il y a forcément des mesures à mettre en place, mais finalement, ça permet de aussi objectiver ce qu'on a, avoir une meilleure connaissance des données personnelles qu'on va stocker, donc potentiellement les utiliser à meilleur escient parce que déjà on a le droit de les avoir, etc. Ça demande forcément un petit peu de boulot parce qu'il faut se poser des questions sur quels vont être mes process en lien avec les données personnelles. Mais moi, de mon expérience, ça permet aussi d'optimiser des process de vente, des process de prospection. Et donc finalement, l'un dans l'autre, on arrive à avoir une balance entre la contrainte et le temps nécessaire, parce que bien évidemment, je ne vais pas vous mentir, ça demande quand même un petit peu de temps. Ça demande des compétences aussi qu'on n'a pas forcément dans des petites structures, parce que tout le monde ne peut pas, on ne peut pas avoir toutes les compétences quand on est une équipe restreinte, c'est normal. Mais il y a beaucoup de solutions. Il y a la CNIL aussi qui publie beaucoup de choses sur son site internet qui permettent d'accompagner les entreprises dans leur mise en conformité. Après, pour les grandes structures, les grosses entreprises, c'est forcément très complexe. Très complexe, je ne sais pas, mais c'est forcément complexe parce qu'il y a souvent une interconnexion entre les outils qui fait que pour démêler l'ensemble de... déjà faire une cartographie applicative de son système d'information, quand on est une très grande structure, c'est forcément plus complexe que quand on est une petite. J'imagine qu'il y a plusieurs sources il y a plusieurs datas différentes, il y a plusieurs styles de données, plusieurs flux. Il y a plusieurs styles de données, il y a plusieurs logiciels qui ne fonctionnent pas de la même manière, les données, elles ne sont pas structurées de la même manière. Donc forcément, ça peut être plus complexe. Mais en tout cas, c'est important de prendre les habitudes, surtout quand on est en création de structure. On se dit, bon, ça, c'est une contrainte réglementaire, on verra plus tard. Mais d'intégrer les bonnes pratiques dès le début permet aussi de gagner du temps sur le développement. Nous, on accompagne beaucoup de startups aussi qui vont avoir des enjeux en termes de données parce que leur business model va être soit du stockage de données de santé ou en tout cas du traitement de données qui peut être assimilé à de la donnée de santé ou alors une forte volumétrie de données, etc. Si on intègre dès le début ces contraintes, on va avoir forcément une croissance qui va être plus structurée et plus structurante. Il y a aussi des sujets sur tous les enjeux, notamment pour les startups, etc., les enjeux de revente d'une entreprise. Aujourd'hui, on a des contraintes sur la conformité des structures, etc. Ok, j'ai compris. Peut-être qu'on peut aussi recontextualiser le RGPD, on va dire 2023-2024, à l'histoire de la protection des données. Est-ce que tu peux peut-être nous refaire une petite explication de l'histoire, un petit retour en arrière? Alors, la première législation en Europe qui traite des données personnelles, c'est 1974. C'est la loi informatique et liberté en France. Donc, on a été très précurseurs là-dessus. Cette loi, elle sort d'où? En fait, elle sort d'un espèce de scandale, d'un début de scandale qui s'appelait le projet Safari,
où l'État souhaitait interconnecter des fichiers sur les citoyens français avec un numéro d'immatriculation unique qui était un numéro INSEE pour pouvoir plus facilement gérer les interconnexions entre les administrations. La société française était contre pour plein de raisons en fait à cette interconnexion de fichiers. Et donc le projet a été abandonné en 1974 et a donné lieu à la création de la commission informatique et liberté, qui est devenue donc la Commission nationale informatique et liberté, qui est la CNIL aujourd'hui, notre autorité de contrôle. Donc ça, c'est 1974. Ensuite, au niveau européen, on a eu une première directive en 1995 qui permettait en fait de donner des guidelines à l'ensemble des pays européens sur qu'est-ce qu'on devait faire dans nos lois nationales en termes de protection des données personnelles. Mais une directive, en fait, en loi européenne, on a soit des directives qui doivent être transposées dans notre loi nationale, et donc les pays ont une marge de manœuvre en fait pour adapter les règles, ou un règlement qui va être directement en fait sans nécessité d'être transposé dans la loi nationale, va être directement applicable partout pareil en Europe. Donc 95 la directive, et là 2016 RGPD applicable à partir de 2018. Ok, donc c'était le règlement, ça. Ça, c'est le règlement, ouais, exactement. J'ai le sentiment, comme c'est expliqué comme ça, que le règlement, c'est beaucoup plus factuel, en fait. Alors, c'est pas forcément beaucoup plus factuel, parce que le règlement, il va pas nous dire « Ok, vous avez le droit de traiter la donnée pendant 5 ans parce que c'est un nom-prénom. Okay. » Par contre, il va donner des grands objectifs, et il est directement applicable de la même manière partout en Europe, enfin partout au sein de l'Union européenne. Ouais. Et donc, c'est ça aussi qui fait que ça renforce en fait la force de cette réglementation. Et au-delà de ça, entre les sanctions qui étaient applicables avant le RGPD, après le RGPD, c'est le jour et la nuit. Ouais. En plus, j'ai l'impression comme ça qu'en France, j'ai l'impression que le problème de la protection des données, c'est le sujet français, quoi. En Europe et encore plus dans le monde, quoi. Ouais. J'ai l'impression que si on compare la vision du RGPD aux États-Unis, ils ne se posent même pas la question, et j'imagine qu'en Thaïlande, c'est encore moins le sujet, quoi. Alors, je connais mal la société thaïlandaise, alors je ne me prononcerai pas, mais c'est sûr qu'aux États-Unis, ils n'ont pas du tout cette relation avec leurs données personnelles qu'on peut avoir en France ou en Europe au sens large, parce qu'il n'y a pas que la France, mais c'est vrai que la France a été précurseur sur ces thématiques-là. Vous pensez que ça vient d'où? C'est culturel peut-être? Je pense que c'est culturel. Par rapport aux États-Unis, on a clairement une différence de culture entre un libéralisme, un libéralisme total, puis aussi le fait d'avoir des géants de la tech qui sont quand même globalement aux États-Unis. En même temps, c'est aussi parce qu'on a moins d'attache à nos données personnelles aux États-Unis qu'on peut avoir des géants de la tech qui se développent, contrairement en Europe. Je pense qu'il y a des vrais sujets là-dessus. Ouais. Est-ce qu'historiquement, on a eu plus de scandales et plus tôt en France? Ou même pas? Parce qu'on peut dire qu'il y a des géants de la tech aux États-Unis, mais j'ai le sentiment que c'est des aspirateurs à données, et que le risque d'erreur, surtout dans les démarrages, dans les croissances du début, quand tout n'est pas tout structuré dans l'entreprise, j'ai l'impression que c'est là où il y a un risque énorme en fait d'attaque. Est-ce qu'il y a eu des scandales, peut-être plutôt en France? Alors, il n'y a pas eu de scandale en tant que tel. Il y a eu des scandales récents, mais ça, historiquement, je ne pense pas qu'il y ait plus de sujets qu'aux États-Unis. Okay. C'est juste culturel, quoi. Je pense que c'est vraiment culturel. Et même en Europe, j'imagine que même en Europe, on est précurseur. Alors ça, c'est sûr. Pour le coup, c'est nous qui portons ces sujets. Et quand on voit toutes les nouvelles législations européennes en termes de cybersécurité, en termes de protection de la donnée, on en parlera peut-être rapidement à la fin, mais on a beaucoup de nouvelles législations qui viennent d'arriver pour aussi encadrer ce qui se passe sur Internet, la cyber-haine, l'ensemble, tout ça, globalement. Il y a un scandale assez récent qui est pré-RGPD, c'est le scandale Cambridge Analytica. Donc Cambridge Analytica, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise anglaise qui en fait a aspiré de la donnée de Facebook et ensuite l'a revendue, l'a d'abord retraitée et l'a revendue à des groupes politiques pour pouvoir influer les décisions et les élections. Donc on a eu notamment une forte action de Cambridge Analytica au moment de l'élection de Trump aux États-Unis, et également au niveau du Brexit. Toutes ces informations, elles viennent d'où en fait? On a un lanceur d'alerte qui était un ancien directeur de Cambridge Analytica qui, suite au Brexit, a en fait alerté l'opinion publique pour indiquer que c'était vraiment de la manipulation de masse qui permet, via du recoupement de données,
de pouvoir en fait influer directement sur des choix politiques qui ont un vrai impact sur le quotidien des citoyens concernés. Ouais, c'est vrai que cette histoire de manipulation des médias, on l'entend de partout. Ouais. Et là, en fait, c'est intéressant. Donc, il y a on va raconter des histoires lors de l'entretien là, qui vont permettre d'illustrer un petit peu la conséquence de la manipulation des données. Sur on va dire en quoi la manipulation des données va permettre, là en l'occurrence, dans ce cas-là, de manipuler l'utilisateur final, en fait, on va dire, donc là en tout cas, c'est les lecteurs, en fait. Ouais, Si je comprends bien. Comment il a pu être manipulé et comment, avec des données Facebook, on arrive à rentrer dans la tête de l'électeur pour. Comment ça a été traité derrière? Alors, en fait, sur Facebook, je ne sais pas pour toi, mais on peut avoir énormément d'informations sur ses préférences, son rythme de vie, ses modes de vie. Et donc, en fait, notamment sur l'élection de Trump, ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'ensemble des données, ils ont réussi à identifier des gens qui n'étaient pas convaincus ni par un bord ni par l'autre. Et donc, ils ont en fait ensuite mis tous leurs efforts sur ces personnes qui étaient des personnes qui pouvaient changer le résultat du vote parce que pouvaient changer d'avis. Ils ont du coup adapté carrément les déplacements de Trump pendant sa campagne pour aller cibler des endroits où il y avait le plus d'électeurs potentiels qui pouvaient changer d'avis. Suite à ça, on peut aussi faire des campagnes de ciblage publicitaire très précises sur Facebook, ce qui permet en fait d'aller pousser de l'information à des personnes qui vont pouvoir justement être plus concernées par tel ou tel sujet. Et donc, par exemple, je ne sais pas si vous êtes pro-école laïque et publique, et ben vous allez envoyer de la donnée et des idées politiques là-dessus, spécifiquement à cette personne. Si vous êtes plus pro autre chose, ben vous allez recevoir les offres en fait, du programme de Trump spécifique à ce sujet-là. Et en fait, c'est comme ça qu'on arrive à manipuler des personnes, en fait. C'est ça, c'est tout l'enjeu, quelque part, du marketing. Et je me dis, pour un petit peu pousser la discussion, c'est que je préfère avoir des pubs qui me sont directement adaptées, en fait. Donc, j'ai le sentiment d'être content de presque utiliser ma donnée. De toute façon, je déclare aussi à Facebook que ce que j'ai envie. Alors oui, il y a mon comportement. Mais alors en fait, tu ne déclares pas ce que tu as envie à Facebook parce qu'au-delà de juste la donnée Facebook, il y a aussi ton comportement de navigation, le fait que tu lis un article, tu vas cliquer là, tu vas cliquer là. Et en fait, tu n'as pas l'impression que ça donne de l'information sur ta personne, mais finalement, quand on recoupe toutes les informations qui sont disponibles, soit via les cookies qui vont savoir que en fait, tu as été sur Facebook et puis après, tu as cliqué sur ce lien, donc tu es sorti et tu as été là-bas. Et pareil, comment est-ce que tu es arrivé à Facebook? En fait, c'est un enchevêtrement de données qu'on n'a pas l'impression de transmettre à Facebook. Et c'est en ça que le RGPD a valorisé en fait, cette obligation d'information du consommateur et de l'utilisateur pour pouvoir justement que tu sois conscient de quelles données tu donnes à ces géants de la tech et à n'importe quelle autre entreprise d'ailleurs. Ok, j'ai compris. Et ok, est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire que, par exemple, sur les réseaux sociaux, parce que je sais qu'on en reparlera peut-être un petit peu après, peut-être maintenant d'ailleurs, mais en laissant, est-ce qu'on a la possibilité de dire oui ou non, de donner ou pas l'accès à Facebook ou à ces entreprises-là, de collecter les données? Parce que finalement, j'imagine qu'il y a ceux qui veulent qu'on utilise leurs données, et il y a ceux qui ne le veulent pas du tout. Ouais. Est-ce que c'est un choix aujourd'hui qui est donné? Est-ce que l'utilisateur peut valider, donner le choix Alors, en fait, il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet des cookies, donc qui sont en fait des traceurs dans tes outils qui permettent de suivre ta navigation. Là-dessus, c'est très clair, c'est que l'ensemble des entreprises sont obligées de te laisser le choix pour l'ensemble des cookies qui ne sont pas techniques et fonctionnels. C'est-à-dire qu'on ne va quand même pas te laisser le choix sur des cookies qui permettent de sécuriser le site web que tu vas visiter, ce genre de choses. Mais par contre, pour tout ce qui est suivi marketing, statistique, etc., tu dois absolument pouvoir donner le choix à l'utilisateur. C'est-à-dire que même, et un non-choix n'est pas un choix, donc ça c'est la base qui est le consentement. C'est-à-dire que si tu ne cliques pas sur oui, la plateforme n'a pas le droit de déposer ses cookies sur ton navigateur. Et ça, c'est quand même important parce que c'est une façon de collecter de la donnée qui est ultra transparente pour l'utilisateur. Et donc, du coup, le fait d'avoir un pop-up de cookies qui explique «
OK, je vais pouvoir te mettre des cookies en lien avec des promotions. Je vais pouvoir te mettre des cookies qui après vont envoyer de la donnée à un tiers parce que j'ai un partenaire qui veut récupérer de la donnée sur mon site, etc. Ça, c'était à l'époque, avant le RGPD, complètement transparent pour toi et moi. Et donc, on ne pouvait pas se rendre compte qu'il y avait de la collecte de données. Pour le reste, par exemple, on ne peut pas créer un compte. Par exemple, je sais pas, je commande une formation sur une plateforme de formation. Tu ne peux pas ne pas collecter mon nom, prénom, adresse mail, parce que tu as besoin de ces données pour travailler. Et moi, j'ai besoin de ces données pour que notre contrat entre nous, il fonctionne. Donc là-dessus, on ne va pas avoir besoin du consentement explicite, mais c'est juste que le traitement de ma donnée, il est basé sur un contrat. Et donc, de la même manière, quand on valide des CGU avec Facebook, il y a aussi un certain nombre de données pour lesquelles qu'on est obligé de partager à Facebook si on veut avoir un compte. Et c'est normal, à un moment, le RGPD, il n'est pas là pour t'interdire de collecter de la donnée. Il faut bien que si j'ai envie d'avoir un contrat avec toi, on partage ma donnée personnelle. J'ai compris. Par contre, c'est pas parce que je te donne ma donnée personnelle pour créer un compte Facebook que je te donne l'autorisation d'aller la vendre à quelqu'un d'autre. Ça, c'est un autre sujet aussi. C'est, OK, j'ai le droit, je veux avoir accès à ta plateforme de formation, je te donne ma donnée. Par contre, si tu veux aller la vendre à quelqu'un d'autre, il faut que tu aies mon consentement. Parce que ce n'est pas un traitement qui va être obligé pour faire fonctionner notre contrat. D'accord. Donc voilà, après... Et sur cette question, c'est vrai qu'il y a beaucoup de données qui circulent en fait, sur les numéros de téléphone, tu parlais tout à l'heure de formation. Moi, j'ai beaucoup de personnes dans la formation qui font notre métier en fait. Il y a beaucoup d'entreprises qui se revendent des numéros de téléphone sans aucun questionnement. On m'appelle pour me dire est-ce que tu veux acheter la data? Et les fichiers qui sont en vente, c'est des fichiers des fois qu'on peut acheter à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et finalement, on se retrouve en bout de course avec des Français qui sont harcelés sur du CPF ou sur d'autres thématiques. Mais du coup, je vois à quel point c'est mis dans les mains de personnes qui ne sont pas sérieuses. Cette question de s'interdire la vente. Enfin, voilà, c'est vrai c'est compliqué de venir le contrôler, le réguler, puisqu'une fois que la personne a le fichier, elle en fait ce qu'elle veut, quoi. Alors, elle en fait ce qu'elle veut et c'est à ça que sert aussi la CNIL pour pouvoir contrôler ce genre d'usage abusif. En fait, peut-être que... Alors, il y a quand même un sujet, c'est que j'ai le droit d'autoriser une entreprise à revendre ma donnée. On dit souvent, quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Il y a eu longtemps, en fait, un usage de la donnée et de la revente de la donnée, soit par des espaces publicitaires, soit justement par des ventes de fichiers. Je peux être OK pour que tu vendes ma donnée à tes autres partenaires de formation. Ça, c'est un premier truc, c'est que j'ai quand même le choix. Il y a un autre sujet, c'est qu'aujourd'hui, en effet, une fois que la personne elle récupère un fichier, elle l'utilise. Alors, soit elle rachète un fichier, il faut qu'elle s'assure que la personne qui lui est vendue, elle a bien collecté la donnée de manière conforme, et donc elle a bien le consentement. Donc la personne qui achète, elle doit le vérifier, elle a la responsabilité. Exactement, elle doit vérifier parce que, en fait, c'est moi après qui vais utiliser de la donnée, qui en fait, alors que j'ai pas le droit de le faire. C'est peut-être pour ça, des fois on travaille avec des logiciels qui envoient des SMS. Et à chaque fois qu'on charge un fichier, ils nous prennent la tête. Ils veulent pas valider le fichier. Ils veulent vérifier la source de l'acquisition du fichier. Exactement. Parce qu'en fait, ils sont aussi responsables de s'assurer que... Et en fait, en l'occurrence, les outils d'envoi de SMS, ils vont être sous-traitants pour ton compte. C'est ça. Et en fait, ils ont une obligation de conseil auprès du responsable de traitement, donc qui va être leur client, en l'occurrence toi. Ils sont obligés de te dire, attention, est-ce que tu es bien sûr que ce que tu me demandes de faire, eh bien, c'est conforme au RGPD. Ça aussi, c'est un grand changement dans cette nouvelle législation. C'est que on a une chaîne de responsabilité qui va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'en tant que responsable de traitement, donc si c'est moi qui décide de traiter de la donnée, il faut que je m'assure que la personne à qui je vais demander de traiter la donnée, il soit aussi conforme. Donc toi, tu dois aussi vérifier et choisir ton prestataire pour vérifier que ton prestataire d'envoi de SMS, il ne fait pas n'importe quoi. Et dans l'autre sens, le sous-traitant doit également alerter le responsable de traitement, donc le client, si jamais il estime que ce qu'on lui demande de faire, ce n'est pas conforme. On n'est plus dans notre bulle, quoi. Voilà, on n'est plus dans notre bulle. Et en fait, ça a du sens parce que ça aurait été trop simple de se dire, OK, moi, je suis conforme. Donc, en fait, on va dire que tous les traitements, ils sont portés par une holding. Et après, j'envoie mes données à des filiales ou à des qui sont mes sous-traitants et qui font n'importe quoi et j'ai rien à regarder. Donc, en fait, c'est aussi pour ça. Et c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu de
de seuil hein, d'applicabilité de la loi. Mhm. On a plein d'autres législations où on se dit, OK, c'est que les entreprises de plus de 500 salariés, Ouais, là, tout le monde est etc. concerné, ouais. Là, en fait, sinon, c'est impossible d'appliquer quoi que ce D'appliquer, soit ouais. si on mettait des seuils, en fait. J'ai compris. Ok, bon, on a vu cette petite première histoire sur Trump, sur les élections de Trump qui ont été. C'est une histoire qui a fait grand bruit. Est-ce qu'on aurait des exemples, je sais pas, d'histoires sur l'usurpation d'identité, par exemple Est-ce que tu aurais des histoires à raconter? Oui, alors des histoires sur l'usurpation d'identité, il y en a plein. Donc, qu'est-ce que c'est déjà Ouais, non, lié au RGPD, on avait. Ouais. Je sais plus quelle histoire on avait évoqué la dernière fois par rapport à l'usurpation d'identité. On avait évoqué un cas. Ouais, on a évoqué un cas sur d'usurpation dans le monde professionnel, je pense. C'est ça dont tu parles. Je sais pas, peut-être que. En fait, Peut-être que j'ai noté ça sans le. sans Possible savoir. aussi, sans savoir. J'étais sûr qu'on avait Euh, parlé d'un cas. qu'est-ce qu'on avait Une fois que tu as donné quelqu'un, Ouais, une pièce d'identité ouais. ou quelque chose, tu peux facilement te faire passer pour la personne. Exactement. En fait, Dans nos métiers, on a souvent, que ce soit dans l'assurance, dans l'immobilier ou dans ce genre de métier, on a accès quand même à énormément de choses. C'est quand on va faire signer les contrats et qu'on a la pièce d'identité, qu'on a encore parfois beaucoup d'entreprises qui ont les dossiers physiques. ouais. Bah, tu as un dossier papier avec les pièces d'identité et tu as toutes les coordonnées de la personne, tu as tous un dossier comme ça qui est récupéré par quelqu'un de malveillant ou quelqu'un de l'entreprise ou j'en sais rien. Bah, ça peut donner suite, j'imagine, à des usurpations d'identité. Ouais. Bah tiens, par rapport au CPF par exemple, j'ai vu qu'il y avait carrément des personnes qui vendaient, à l'époque, c'était moins sécurisé, des numéros de sécurité sociale. Mhm. Ils vendaient donc des cartes vitales à Barbès, tu avais des mecs qui te vendaient 50 cartes vitales. Une carte vitale, c'était un compte CPF de sucré par la Exactement. personne malveillante, quoi. En fait, l'usurpation d'identité, donc c'est l'usage en fait, voilà, de se faire passer par quelqu'un d'autre en utilisant ses données. Peut y avoir beaucoup de conséquences et en plus de ça, c'est vraiment hyper difficile derrière de démontrer que c'est pas toi qui a, par exemple, ouvert un compte sur Cofidis pour avoir un prêt à la consommation. Si j'ai un numéro, enfin une copie de pièce d'identité, une copie comment dire, de justificatif de domicile et un RIB qui sera le mien, mais que j'aurais juste coupé au niveau du nom pour changer mon nom. C'est hyper facile en fait d'ouvrir en 3 clics un compte et derrière de pouvoir avoir de l'argent et puis de ne pas avoir à rembourser son prêt à la consommation. C'est quand même super pour quelqu'un de malveillant. De la même manière, il y a tous ces sujets en effet de CPF où avec un numéro de sécurité sociale, on pouvait se créer un compte, en tout cas déclencher notre compte et ensuite aller récupérer les sous qu'il y a sur le compte CPF. On a aussi le KYC, par exemple, est-ce que c'est lié au RGPD ou pas du tout? Non, rien à voir. Non, alors le KYC, c'est lié, c'est plus ancien, hein, c'est vraiment contre de la fraude au sens large. Pour autant, il y a un vrai lien avec, il y a un vrai lien avec le RGPD parce que en faisant du KYC, on va collecter beaucoup de données, ce qu'on a le droit de faire hein, pour vérifier, bien évidemment, que c'est la bonne personne. Mais en fait, il y a aussi des enjeux de vérification de la qualité de la donnée, surtout quand on n'est pas en physique. Alors, quand on fait de l'immobilier et qu'on est en face à face, ou des assurances et qu'on est en face à face, c'est un peu différent. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus de ventes en ligne, etc. Et ce sujet de comment est-ce qu'on vérifie l'identité d'une personne qui est à distance se pose parce que justement, en fait, on a une explosion du nombre d'usurpations d'identité parce que il y a beaucoup de sites qu'on fuitait à un moment ou à un autre. Et donc, il y a de la donnée personnelle qui est disponible, alors de sites ou d'entreprises qui se sont fait attaquer. Et donc, on retrouve en fait des kits d'identité sur le dark web qu'on peut acheter en 3 clics et ensuite qu'on peut réutiliser comme on veut en fait pour prendre un appartement, pour ouvrir un compte, il y a vraiment énormément de sujets qui sont liés à cette protection de l'identité de la personne. Et cette donnée, à un moment donné, c'est ça le lien qu'on avait fait, c'est que si cette donnée était accessible, c'est qu'à un moment donné, elle a fini dans les mains d'une entreprise, soit qu'elle ait fuité de la donnée consciemment, ou des fois, et d'ailleurs le pire, c'est ça, c'est souvent inconsciemment. Bien sûr. C'est ça le pire en fait, c'est que c'est ça. Et tu disais aussi quelque chose qui est très important, c'est qu'une entreprise
qui respectent la donnée. Il y a de plus en plus de Français et de personnes qui se sentent concernés. Et le fait de respecter les processus RGPD, c'est un vrai argument pour travailler avec telle ou telle entreprise. C'est rassurant. En fait, c'est un gage de qualité, en effet, et de confiance pour les clients. Je crois qu'en 2022, il y a eu quand même près de 15 000 plaintes auprès de la CNIL. Depuis 2018, les plaintes, elles augmentent tous les ans de manière ultra exponentielle parce que les Français sont de plus en plus concernés par la protection de leurs données. Alors, en fait, il y a 3 sujets sur la confiance. C'est que déjà, les Français sont de plus en plus conscients du risque qui sont portés par le partage de la donnée. Donc, du coup, forcément, si j'arrive dans une agence immobilière ou d'assurance et que je vois un gros carton avec tous les dossiers locataires qui datent ou qui datent même d'hier, mais qui traînent à l'entrée, je vais peut-être me poser la question 2 fois de leur donner mes fiches d'impôt, ma pièce d'identité, etc. Donc ça, c'est déjà un sujet de confiance en se disant, OK, pourquoi est-ce qu'il a besoin de savoir la couleur de mon chat alors que j'ouvre un contrat d'assurance. Enfin, voilà, il y a quand même les Français qui sont de plus en plus conscients de ça. Il y a un autre sujet, c'est que quand on a une cyberattaque, une violation de données, ou même si juste on perd on perd de la donnée, le RGPD nous impose de prévenir la personne concernée qu'on a perdu sa donnée. Donc, quand il y a un risque pour elle, donc par exemple, si je me fais pirater des numéros de carte bancaire ou alors des pièces d'identité ou alors une très grosse base de données avec des noms, prénoms, adresses mail, je vais devoir prévenir mes clients en leur disant « Désolé, j'ai perdu votre donnée ». Ça a quand même un impact fort sur la confiance. Ouais. Et troisième pan qui peut avoir un impact sur la confiance des clients, c'est que les contrôles CNIL et les sanctions de la CNIL peuvent être publiques. Et donc, forcément, quand on voit qu'une grande entreprise stockait les données de mots de passe en clair et que ça fait... forcément, on va avoir une perte de confiance vis-à-vis de cette entreprise. Ouais, j'ai compris. Très bien. Sur ta petite histoire de numéro de téléphone, tu as vécu un cas comme ça? J'ai vécu un cas, alors d'ailleurs, c'est quand même pas de chance, parce que en tant que DPO, c'est sûr que la personne en face n'était pas très contente que ça tombe sur moi. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un magicien qui faisait un spectacle dans lequel, donc c'est un spectacle qui date de 2015, donc avant le RGPD, mais dans lequel un numéro de téléphone apparaît sur tous les murs de la salle de spectacle. Et puis le magicien, il dit, attention, si vous voulez que je sorte de ce piège et que je sorte de son piège d'eau, je ne sais plus quoi, il faut que vous appeliez ce numéro. Donc à l'époque, il avait bien évidemment acheté, la prod avait acheté ce numéro de téléphone, bien évidemment. Et puis, en fait, temps passant, ils ont lâché le numéro de téléphone. Moi, je l'ai récupéré en 2020. Et donc... à Noël, il y a 3 ans, il y a 2 ans, le 25 décembre, mon téléphone professionnel qui se met à sonner. Donc, je me dis, bon, c'est le 25 quand même, ça va. Puis en fait, il sonne 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je me dis, bon, là, il doit y avoir une urgence chez un de mes clients. Donc, je décroche. Et en fait, parce que le spectacle était ressorti sur une plateforme de VOD avec mon numéro de téléphone en clair, sans problème. Super, ouais. Et donc, comme ça, j'ai passé... du coup, en fait, c'est rigolo parce que ça a été popé parce qu'il venait d'être sorti sur la plateforme. Donc, il y a eu beaucoup de vues les 2 premiers jours. Puis ensuite, ça s'est un peu atténué. Et puis, tout d'un coup, il est ressorti il est passé à la télé. Et donc, moi, j'ai quand même forcément écrit aux délégués à la protection des données de la boîte de prod en leur disant, bon, les gars, vous êtes sympas, mais bon, là, je reçois des SMS pas toujours très adaptés à un téléphone professionnel. Je reçois énormément d'appels et puis en fait comme c'est mon numéro pro, je décroche quand même. Puis en fait à chaque fois je tombe sur quelqu'un qui me félicite parce que je suis très drôle. Je l'apprécie, mais bon, au moment ça devenait un petit peu compliqué à gérer. Et donc je me suis rapprochée de la boîte de prod en leur disant les gars, en fait il va falloir supprimer mon numéro de téléphone de ces plateformes et de vos images en tant que telles. Alors je sais que ça leur a demandé du boulot, de retraitement de la donnée. Puis je vois que en fait, j'ai encore de temps en temps des appels parce que finalement, ils avaient diffusé beaucoup l'image de base du spectacle, qui fait qu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore tous leurs distributeurs qui ont mis à jour leurs images. Et puis donc, au bout d'un moment, comme j'ai eu des réponses qui me disaient que comme c'était avant le RGPD, ça ne s'appliquait pas, alors que bien évidemment, dès lors qu'on traite de la donnée, le fait d'exploiter de la donnée personnelle, donc là, de diffuser de la donnée, c'est un traitement.
même si à la base la donnée elle a été collectée en 2015, on tombe bien évidemment sous le coup de la législation. Et donc voilà, bon là ça va mieux. J'ai encore eu un appel la semaine dernière avec un enfant qui me dit, parce que je dis mais du coup tu l'as vu sur quoi ce spectacle, parce que je voulais pouvoir réécrire la boîte de prod. Je dis non mais c'est mon grand frère qui m'a donné le numéro parce qu'il l'a vu il y a 3 ans. Je dis, ok, très bien, bon, super. Okay. Mais voilà, c'est la petite histoire. C'est vrai que. Mais du coup, c'est-à-dire que dans un cas comme ça, bon, même s'il est vrai qu'il est un peu farfelu, mais ça veut dire il y a quand même cette notion de la protection des données et il y a quand même une réaction de la personne qui est victime. Donc j'imagine que tu as suivi le processus que tu conseilles à tous tes clients de faire, que tu produis en fonction et que tu adaptes en fonction du cas. Et là, en fait, effectivement, la boîte de prod, qui est le propriétaire du contenu et de la donnée, a été obligée est responsable, en fait. Alors, en fait, là, c'est il y a une responsabilité qui est un peu partagée entre la boîte de prod et les diffuseurs, parce que alors je connais pas leur modalité, je sais pas qui est finalement propriétaire de l'image maintenant que c'était il y a quelques années, etc. Mais en tout état de cause, pour moi, c'était plus simple de contacter la boîte de prod qui, elle, sait à qui elle l'a vendu et derrière de redispatcher l'information à l'ensemble de ses distributeurs. Mais c'est sûr que quand il faut aller contacter... Enfin là, si j'avais dû passer par les distributeurs, il fallait que j'aille contacter Amazon Prime, la TF1, enfin voilà, et tous les diffuseurs qui avaient cette image en main. Mais donc, du coup, voilà, ils ont dû retravailler l'image pour flouter mon numéro de téléphone et ensuite rediffuser la bonne bande pour les prochaines visionnages. Mais j'imagine que potentiellement, mon numéro est dans des DVD qui avaient été sans doute vendus à l'époque où on vendait encore des DVD. J'ai compris. Bon, ça fait quelques histoires qui touchent un petit peu le particulier entre l'usurpation d'identité quand la donnée elle est confiée à des entreprises qui sont pas bienveillantes. Alors, ou pas bienveillantes, ou qui subissent une cyberattaque, parce que en fait, le risque zéro en cyberattaque, il n'existe pas, et donc c'est pas toujours, et c'est souvent d'ailleurs pas de la faute exclusive de l'entreprise. Quand on subit une cyberattaque, globalement, il y a aussi plein de fois où on a mis en place plein de mesures de sécurité, et finalement, la cybersécurité évoluant super vite, c'est quand même compliqué de se couvrir de tous les risques. C'est vrai ça sous-entend que l'entreprise doit se mettre dans une posture, chaque fois qu'elle collecte de la donnée, elle doit être conservée dans un coffre-fort, verrouillé, non accessible. Je crois que c'est un grand sujet, ça, du RGPD, de protéger comme ça la donnée, de manière à ce qu'elle soit, en cas d'attaque, en cas d'intrusion, en cas de vol, pas accessible, ou plus accessible en tout cas. Ouais, alors en fait, le RGPD nous demande de mettre en place des mesures de sécurité qui sont proportionnelles au risque qui est porté par cette donnée. Donc par exemple, on va pas sécuriser de la même manière des copies de cartes d'identité ou des copies de cartes vitales qu'une base nom, prénom, adresse mail, qui sont finalement de la donnée presque semi-publique aujourd'hui. Voilà. Donc, on doit mettre en place des mesures proportionnées. C'est pour ça que, par exemple, toutes les données de santé, elles doivent être stockées chez un hébergeur qui a un agrément HDS, donc hébergeur de données de santé. De la même manière, toutes les données bancaires aujourd'hui, elles doivent être conservées chez des prestataires qui sont agréés et qui ont le droit en fait de stocker cette donnée parce qu'ils ont des mesures de sécurité qui sont ultra renforcées. Par contre, voilà, on peut pas. En fait, il faut aussi quand même avoir une approche par les risques et une approche proportionnée. On va pas tout chiffrer, on va pas tout crypter, on va pas tout mettre sous double tour. Mais par contre, il faut déjà limiter la donnée qu'on stocke et qu'on collecte, juste ce qui est nécessaire. Il faut pouvoir effacer les données quand on n'en a plus besoin. Là, si on conserve des données de carte d'identité d'il y a 10 ans, clairement, ça n'a aucun intérêt, alors, sauf dans quelques cas très, très particuliers. Et ensuite, il faut mettre en place des mesures de sécurité appropriées, que ce soit des mesures techniques ou organisationnelles. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de cyberattaques qui sont liées à des tentatives de phishing. Alors, le phishing, c'est quoi? C'est d'envoyer des emails corrompus en essayant de se faire passer pour quelqu'un d'autre, pour récupérer soit des logins mots de passe, soit pour carrément déposer un fichier frauduleux dans un environnement informatique. Et même si
De la même manière, hein, le phishing, il est de plus en plus, il est de mieux en mieux fait et donc il est de plus en plus compliqué à détecter. C'est quand même, ça passe aussi par de la sensibilisation des utilisateurs. On peut avoir en place plein de mesures de sécurité technique qui sont portées par le service informatique et le service cyber. Si, en tant qu'utilisateur, je ne me rends pas compte du risque que je prends en ayant un petit carnet avec mes logins mots de passe en dessous de mon bureau, en fait, forcément, le risque il sera plus important que, voilà, que si je n'ai pas sensibilisé tout le monde. Donc, il y a vraiment plusieurs pans à la sécurité de la donnée. Il y a une sécurité physique aussi. On a encore des structures qui ont beaucoup de documents en format papier. En fait, quand on se fait voler des documents papier, c'est la même chose que des documents numériques. Alors, en général, la volumétrie est plus importante quand on a des vols de données numériques, parce que c'est plus simple à récupérer que de la donnée papier. Mais quand même, ça reste un risque. Il y a donc la sécurité numérique avec tout ce qui va être surveillance du système d'information, réalisation d'audits informatiques réguliers, choix des prestataires. Ça, c'est ultra important. Parce qu'il y a une responsabilité partagée. Il y a une responsabilité partagée et c'est surtout que ça peut être une porte d'entrée. Par exemple, sur les sites web, on a des risques de sites web qui ne sont pas suffisamment sécurisés et qui sont finalement des portes d'entrée vers le système d'information d'une entreprise. Il y a pas mal de structures où finalement la base de données client, elle est portée, elle est hébergée sur le site parce qu'on a un site de e-commerce, tout est hébergé là-dessus, etc. Si votre site web qui a été créé par un tiers, il n'est pas sécurisé, forcément, c'est des portes ouvertes vers votre système d'info. Il peut y avoir les cartes bleues et tout en plus. Il peut y avoir. Alors, les cartes bleues aujourd'hui, maintenant, elles sont plus stockées en clair sur des sites web normalement. Enfin, quand même, globalement, non, elles ne le sont plus. Il y a forcément quelques exceptions, mais voilà. Aujourd'hui, elles doivent être stockées exclusivement chez des prestataires agréés qui ont un niveau de sécurité suffisant. Et donc, voilà. Et donc, ça, le choix des prestats, c'est vraiment très, très important dans la conformité au RGPD. C'est-à-dire qu'il faut avoir des clauses avec son prestataire qui va s'engager à respecter la législation, à respecter un haut niveau de sécurité. On peut aussi imposer de la réalisation de tests d'intrusion sur les plateformes qui nous sont vendues par un tiers. Voilà, il y a beaucoup de choses à mettre en place sur la sélection des prestataires. J'ai compris. Et voilà, et après, la sensibilisation qui est aussi un pan très important de la sécurité de la donnée. Ouais. Tu parlais tout à l'heure, tu as dit on prend que ce qui est nécessaire. Ouais. Alors si je prends un cas hyper complet, voilà, je reçois un coup de fil, je suis assureur. Et l'assurance, voilà, c'est très vaste. Donc pour comprendre qui est mon client, quand je fais ma découverte, je peux imaginer qu'on va lui collecter nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, éventuellement son adresse mail pour lui envoyer la propale. Est-ce que vous habitez en appartement? Parce qu'il faut savoir quoi assurer. Combien vous avez de voitures, donc combien vous avez d'enfants, peut-être qu'ils ont des voitures aussi. Est-ce que vous êtes chef d'entreprise, donc qu'est-ce que vous faites dans la famille, donc monsieur, madame, pareil les enfants. On se retrouve comme ça en portant la question pour la découverte, sous couvert d'équiper le client en assurance, parce qu'il a appelé pour ça. Est-ce que cette donnée, elle est stricte minimum ou pas? Alors, en fait, c'est vraiment une réflexion qu'on va apporter pas au cas par cas, mais il faut qu'on ait des consignes en fait dans l'entreprise d'assurance en se disant ok, mon appel découverte, c'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est de vendre forcément du multi-équipage, du multi-équipement, voilà, habitation, voiture, etc. En fait, par exemple, si dans mon entreprise d'assurance, je ne vends pas d'assurance habitation, je n'ai pas besoin d'avoir cette information sur ce qui vit dans un appartement ou dans une maison. Si je ne vends pas d'assurance professionnelle, est-ce que vraiment savoir qui est chef d'entreprise, ça va avoir un intérêt pour moi? Donc ça, c'est vraiment une réflexion qui doit être faite et qui va être faite au moment où on va identifier tous les traitements. Il y a un document qui est obligatoire d'un point de vue de la législation et qui est le seul qui est vraiment décrit très spécifiquement dans le texte, c'est le registre des activités de traitement, qui est en fait l'identification de toutes les typologies de données, de traitement de données qu'on va faire en entreprise. Donc du coup, dans le cadre de la constitution de ce registre, on va se dire, OK, pour ma découverte client, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de nom, prénom, etc., les revenus, etc. Et en fait, c'est là qu'il faut challenger, et que c'est le rôle aussi du délégué à la protection des données, de challenger l'opérationnel
en lui disant, enfin le métier, en lui disant, OK, pourquoi est-ce que tu as besoin de ça? OK, tu as besoin de ça parce que, ben, en fait, ça va avoir un impact sur ta proposition commerciale. Très bien, pas de souci, on peut la conserver. Tu en as besoin pendant combien de temps? Parce que c'est très lié, en fait, au principe de minimisation. Donc, il y a la minimisation de la donnée qu'on collecte et de la minimisation de la donnée qu'on va conserver au long cours. Par exemple, mon client, alors c'est mon prospect, il m'appelle, je collecte toutes ces données. Et puis, en fait, finalement, au bout d'un an, il n'a pas signé de contrat. Est-ce qu'on se dit que, alors 1 an, c'est peut-être trop court, c'est peut-être trop long, ça dépend des durées de cycle de vente. En général, on se dit que la donnée de prospect, au bout de 2 à 3 ans, on n'a plus besoin de la conserver. Encore plus quand c'est de la donnée très personnelle, peut-être qu'on peut se dire que je veux quand même garder un nom, prénom, adresse, parce que au-delà de 6 mois, j'ai quand même envie de pouvoir relancer mon prospect. Mais en même temps, est-ce que ça a toujours du sens de savoir qu'il a une voiture ou 2, ou, etc. Parce que finalement, c'est de la donnée qui est potentiellement plus valable dans 6 mois. Donc, en fait, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Je n'ai pas de réponse à donner telle quelle, parce que c'est du cas par cas et ça va dépendre. En tout cas, il faut se poser la question, formaliser les réponses qu'on s'est données, transmettre les règles à l'ensemble des opérationnels pour qu'on ait une gestion homogène dans une entreprise de la donnée personnelle, et pouvoir justifier auprès de la CNIL si jamais on vous demande pourquoi est-ce que vous aviez encore la donnée de la femme de votre prospect qui vous a appelé il y a 10 ans. Bon, voilà, peut-être que on va se dire, elle sert à rien, cette donnée. Ouais. Et au-delà de elle sert à rien et elle porte des risques d'un point de vue RGPD, en fait, elle prend de la place. Il y a aussi d'autres enjeux sur la qualité des données, etc., qui peuvent intervenir à ce moment-là. On a évoqué quelques cas qui touchaient un petit peu le particulier. Donc le numéro de téléphone du magicien, les électeurs qui ont été manipulés avec Trump, etc. Est-ce que vous avez des histoires qui touchent à l'entreprise directement, des préjudices qui peuvent être, des entreprises concernées, des scandales ou des choses qui ont été vécues par les entreprises? Alors, il y a un scandale ultra récent là, c'est une DRH d'une très grande entreprise qui a été condamnée à 6 mois de prison avec sursis parce qu'elle stockait en fait, elle avait constitué un fichier de suivi des collaborateurs avec des commentaires pas toujours très objectifs et pas toujours très adaptés à un job de DRH. Donc clairement, avec termes type flemmard, alcoolique, a des problèmes avec l'alcool, a des problèmes avec ci, avec ça, machin. Ce qui est un suivi complètement illégal, parce que de la même manière, quand on parle de minimisation de la donnée, on parle aussi de minimisation des traitements. En fait, tous les traitements qu'on réalise, ils doivent être portés par une base légale. Donc, soit j'en ai besoin pour gérer un contrat entre nous, soit j'en ai besoin pour répondre à une obligation légale, soit j'ai le droit de la traiter parce que toi, en tant qu'individu, tu as consenti, donc comme les cookies qu'on racontait tout à l'heure, soit l'entreprise estime qu'elle a un intérêt légitime à la traiter. Et en fait, c'est une mise en balance. Donc, mon intérêt légitime en tant qu'entreprise, elle doit être mise en balance par rapport à l'impact que ça peut avoir sur la personne physique. Là, en l'occurrence, ce traitement de données qui était clairement un fichier Excel, en fait, avec la liste des salariés et des commentaires ultra désobligeants, elle est portée par aucune base légale. Ça peut avoir un impact sur de la discrimination, sur ce genre de choses. Et donc là, elle a été condamnée à 6 mois de prison avec sursis et à une amende pour ce sujet-là. Personnellement, en plus. Personnellement, là, parce qu'en fait, donc, le RGPD, les sanctions, elles sont applicables à l'entreprise. Sauf que avec le RGPD, on a aussi renforcé en fait le droit des personnes sur leurs données personnelles. Et donc là, en l'occurrence, on estime que c'est un traitement de données qui est complètement illégitime et qui a un impact, qui va avoir un impact de dommages en fait sur un individu. Donc du coup, c'est elle individuellement qui a été condamnée à date. Par contre, donc ça, au-delà, elle a été condamnée. C'est une histoire qui date d'il y a 3 ans, mais elle a été condamnée il y a 2 semaines, un truc comme ça. En l'occurrence, depuis cette condamnation, l'ensemble des salariés, un certain nombre de salariés du groupe sont en train de se constituer pour réaliser en fait une action de groupe contre l'entreprise en question pour pouvoir, en leur demandant des dommages et intérêts. Et
Et voilà, toute la question, c'est est-ce que l'entreprise était au courant de l'existence de ce fichier? Est-ce qu'elle a validé globalement? Enfin, est-ce que la direction était en phase avec le fait que la DRH suive les salariés de cette manière? Et donc, il va y avoir un autre, a priori, en tout cas, il va y avoir une autre enquête et peut-être un autre procès sur ce sujet-là. On peut pas, j'imagine, bon, de toute façon, elle a été condamnée, mais sans chercher la petite bête, on n'aurait pas pu imaginer dans les mains d'une DRH. C'est là où toute la subtilité, parce que quand on intègre un manager dans une entreprise, c'est intéressant qu'il ait un petit profil de l'équipe. S'il y a un passif, quelqu'un qui a fait une dépression il y a 10 ans, donc quelqu'un qui doit être manipulé avec soin, on ne pourra pas, dans des moments où le service il est soumis à un certain stress pour répondre à une demande d'un client ou pour répondre à une deadline ou je ne sais pas, on ne pourra pas adapter la même posture avec telle et telle personne. Alors, je la pousse un peu. Est-ce que tu penses que parce que j'ai fait une dépression il y a 10 ans, j'ai toujours des risques de dépression 10 ans après? Enfin, en fait, c'est aussi ça le sujet, c'est que du coup, en fait, ça m'arrive tout le temps en fait, c'est ça. Ça m'arrive tout le temps de discuter avec des commerciaux ou avec des RH qui me disent oui, mais en fait, j'ai besoin de toute cette donnée parce que je veux adapter ma démarche commerciale, je veux adapter ma démarche RH, etc. OK. Mais en fait, il faut quand même réussir à identifier quelle est la limite de ce suivi. Il y a des choses qu'on peut suivre, bien évidemment. Enfin, je veux dire, quand on est RH, OK, le dossier du salarié, on va bien évidemment le garder tout au long de sa vie. Donc, mais c'est pas la même chose que d'avoir l'information que, en fait, cette personne, elle a été absente pendant une longue durée sans avoir forcément la raison exacte de pourquoi. Et d'avoir un fichier structuré qui va suivre de manière effective en fait toutes les problématiques que chacun a rencontrées. Ouais, dans le fichier du salarié, on peut avoir les différents arrêts maladie qui attestent de l'historique. Par contre, l'interprétation, là, c'était ça. Exactement. C'est l'interprétation qui est. Ouais, alors là, en l'occurrence, c'était même pas lié à des arrêts maladie, c'était vraiment des avis objectifs, subjectifs de la RH ou des équipes RH d'ailleurs. C'est horrible. Donc, et qui peuvent avoir un impact. Et de la même manière, même si, de la donnée de santé, c'est très sensible. Alors, dans les arrêts maladie, il n'y a pas la raison de pourquoi est-ce qu'on est en arrêt, parce qu'en fait, en tant qu'entreprise, on n'a pas à savoir pourquoi est-ce que notre salarié est arrêté. Parce que justement, c'est pour lutter aussi contre des risques de discrimination. Si j'ai eu une grave maladie il y a 5 ans, est-ce que la DRH, en regardant mon dossier, elle ne va pas se dire peut-être pas lui donner une promotion parce que je ne sais pas si elle ne va pas être encore malade. Enfin, voilà, il y a aussi tous ces impacts sur la personne concernée. De la même manière, quand on fait des démarches commerciales, en fait, avoir des fiches très, très détaillées qui peuvent aussi comporter des mots pas très agréables pour un client, ça peut aussi avoir un impact sur la personne concernée. Donc, c'est vraiment ça l'objet du texte, c'est de se poser la question sur quel va être l'impact pour l'individu. J'ai compris. J'ai rencontré un certain nombre de chefs d'entreprise qui m'ont dit mais c'est tellement compliqué, le RGPD, tout ça, moi ça me prend la tête. À la fin, déjà qu'on arrive à finir le mois, c'est déjà dur de finir le mois, donc de faire du chiffre d'affaires avec les commerciaux, etc. Et ils m'ont dit, mais quand tu regardes en fait des sanctions, il n'y en a pas eu tant que ça. Si on parle des petites entreprises, encore une fois, généralement les grandes entreprises ont fait déjà le boulot. Généralement, elles ont des subtilités à gérer. Cette entreprise, c'est une grande entreprise. Mais est-ce qu'il y a réellement eu beaucoup de sanctions sur les petites entreprises? Et peut-être qu'on peut raconter aussi une ou deux histoires, je ne sais pas, sur des grands scandales. Peut-être il y a forcément des scandales, il y a Google qui ont dû s'adapter en Europe. Donc, est-ce qu'il y a eu beaucoup de sanctions pour les petites entreprises? Alors, en fait, il y a eu des sanctions sur des petites entreprises. Du coup, ils préfèrent vivre comme ça. Ils préfèrent vivre en disant c'est bon, tranquille. Mais alors, j'avance et puis on verra si demain il y a un problème. Ouais. Alors ça s'appelle la gestion de risque d'un chef d'entreprise et je l'entends complètement. Par contre, il y a moi, ce que j'explique à mes clients qui sont des PME, qui sont des TPE, c'est que vraiment, moi, j'aborde pas le sujet du RGPD avec la peur de la sanction clé. Parce qu'en effet, de manière générale, quand on est une TPE, il y a assez peu de chances qu'on se fasse condamner par la CNIL. Par contre, ce qu'on disait tout à l'heure sur l'impact qui va être beaucoup plus important si tu as une cyberattaque, l'impact d'image par rapport à ton collaborateur, l'impact de ta capacité à répondre à des appels d'offres publics ou à des appels d'offres de grandes entreprises. Autre sujet aussi qui arrive pas mal en force, c'est
des plaintes pour concurrence déloyale de concurrents qui estiment que eux font l'effort de se mettre en conformité. Toi, tu n'as pas de frais, tu n'as pas de charges liées à ta mise en conformité. Et donc, forcément, et en plus de ça, tu peux utiliser la donnée n'importe comment parce que tu t'en fiches. Et donc, il y a forcément une concurrence déloyale. Et il y a eu deux sanctions du tribunal de commerce sur des sujets comme ça. Donc, de plus en plus, on va avoir en fait beaucoup d'enjeux différents qui rentrent en compte sur la mise en conformité des petites structures. Ça, c'est un premier point. Et ensuite, ta question, c'était... c'est ça, c'est-à-dire que, donc, oui, comme tu dis, tu faisais le rapport entre la gestion de risque et la sanction. Donc finalement, en fait, il n'y a pas beaucoup de sanctions. En fait. Alors, il n'y a pas beaucoup de sanctions. Donc, sur les chiffres, je ne les ai plus en tête. Je crois qu'il y a eu 220 sanctions publiques de la CNIL. 220 sanctions de la CNIL en 2022, dont 150 publiques. Ouais. Mais en fait, déjà, souvent, les sanctions pour les petites entreprises, elles ne sont pas publiques. Parce que la CNIL estime que il y a déjà ils ont déjà suffisamment eu d'impact en gérant le contrôle CNIL, en ayant une sanction pécuniaire ou alors en ayant une sanction de demande d'arrêt du traitement pour ne pas en rajouter et ne pas la publier. Quand elle publie une sanction, la CNIL, c'est parce que ça a un intérêt d'un point de vue de la démarche globale de la société pour se mettre en conformité. Peut-être pour alerter les clients, si jamais pour alerter les clients, et aussi parce qu'il y a elle estime que, en effet, oui, c'est clairement une sanction. Et qu'en effet, quand on s'appelle Google, qu'on vous a expliqué 4 fois comment est-ce qu'il fallait paramétrer la gestion des cookies et que vous ne l'avez pas fait, c'est de la mauvaise foi. Donc, du coup, voilà, il y a plusieurs... c'est aussi pour ça que les petites entreprises ont l'impression que les autres petites entreprises ne se font jamais sanctionner, mais ce n'est pas vraiment le cas. Sachant qu'en plus, depuis quelques mois, on a une nouvelle façon de sanctionner. La CNIL a une nouvelle façon de sanctionner. Avant, elle était obligée donc elle fait le contrôle et ensuite elle doit se réunir dans un comité de sanctions qui va décider de la sanction, etc. Et donc, on a des process qui étaient très longs, sachant que la CNIL, ils sont 200 salariés. Hein, c'est pas non plus, ils ne sont pas tant que ça. Aujourd'hui, on a des sanctions simplifiées pour des non-conformités qui sont considérées comme évidentes. Par exemple, je vais sur un site web, on ne me demande pas mon consentement et il y a un cookie Google Analytics qui est déposé, je sais que l'entreprise n'est pas en conformité. Et donc, sur des sujets qui sont très simples comme ça, entre guillemets, pareil, il y a des entreprises qui ont des obligations légales de nommer un DPO auprès de la CNIL. Et ben, la CNIL, c'est facile, hein, elle regarde son listing de nomination. Par exemple, les mairies, elles ont l'obligation. S'il y a 3 mairies qu'elle ne retrouve pas dans son fichier, elle peut directement mettre une amende. Et donc là, c'est des amendes qui vont être en dessous de 20 000 €, mais du coup, qui ne sont pas des condamnations publiques. On ne cite pas le nom de l'entreprise. Donc, on ne peut pas les comptabiliser, en fait. Alors, on les comptabilise parce qu'une fois par an, elle publie en fait la liste des sanctions qu'elle a, enfin, pas une fois par an, un peu plus que ça. Elle liste en tout cas les sanctions qu'elle a prononcées, mais en tout cas, elles ne sont pas publiques, il n'y a pas le nom de l'entreprise. Donc, on ne sait pas forcément quelle est la taille de cette structure. Par contre, on connaît quand même le secteur d'activité. Donc voilà, donc ça c'est aussi, je pense qu'il va y avoir forcément une augmentation du nombre de sanctions des petites structures via ce biais-là. Et après, on a en effet quelques sanctions un peu structurantes. On a une première mise en demeure par rapport à l'usage de Google Analytics, qui a fait quand même beaucoup de bruit. L'histoire de Google Analytics, c'est que pendant 2 ans, là, on n'avait plus le droit d'envoyer de la donnée aux États-Unis parce qu'on estimait que les États-Unis n'étaient pas un pays considéré comme sûr et comme apportant un niveau de protection équivalent que l'Europe aux utilisateurs. Ça, c'est un principe européen. Ça, c'est un principe du RGPD, c'est qu'on n'envoie pas de la donnée à des pays qui n'ont pas un régime juridique suffisamment renforcé pour permettre un niveau de protection équivalent. Il y a quelques pays dans le monde qui ont une décision un accord d'accréditation qui nous permet d'envoyer de la donnée vers chez eux. Donc, par exemple, il y a le Canada, il y a, que je ne dise pas de bêtises, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande. Enfin, il y a vraiment quelques pays, je pense qu'il y en a moins de 10. Et en fait, on avait un accord de transfert de données vers les États-Unis. En fait, on en a eu 3. C'est le 3e qu'on a aujourd'hui. Et à chaque fois, ils sont invalidés
par la Cour de justice européenne parce que finalement, on estime que c'est pas suffisant. Et donc, au moment, donc c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, la CNIL met en demeure des entreprises qui utilisent Google Analytics, donc globalement des gros sites de e-commerce, qui utilisent Google Analytics donc sans cookie. En fait, voilà, ils déposent des cookies alors qu'on n'a pas le droit d'utiliser Google Analytics globalement parce qu'il y a des flux vers les États-Unis qui sont portés par l'usage de Google Analytics. Et donc, ça en est suivi un peu un grand stress de tous les services marketing de « Ah mince, il va falloir que je débranche Google Analytics de mes sites web ». Donc, on a beaucoup réfléchi sur comment est-ce qu'on peut changer de prestataire, parce qu'aujourd'hui, on a aussi les prestataires qui sont conformes, qui permettent une gestion des cookies avec des suivis marketing qui sont intéressants et en même temps qui sont protecteurs des usagers. Donc ça a été quand même une sanction qui a eu beaucoup d'impact sur les entreprises. Donc globalement, on a eu on a eu plein de structures qui ont migré et qui ont arrêté Google Analytics. Finalement, on a une nouvelle décision d'accord de transfert depuis cet été qui, a priori, sera invalidée un jour ou l'autre parce que finalement... On a rebranché Google Analytics. Voilà, on a rebranché Google Analytics, mais en tout cas, ne débranchez pas les autres plateformes que vous avez mis parce qu'à un moment, il va falloir redébrancher Google Analytics. Mais voilà, ça, c'est une sanction qui a quand même fait beaucoup de bruit. Ensuite, on a... je l'ai évoqué tout à l'heure, on a une sanction de Free qui a été sanctionnée parce que il stockait des mots de passe en clair, donc c'est-à-dire non cryptés. Donc c'est-à-dire qu'en tant que si j'étais agent au service client de Free, j'avais accès à votre mot de passe. Donc ça, c'est non, bien évidemment. Globalement, la majorité des sanctions, elles sont prononcées suite à des gros défauts de sécurité de la donnée. Ou alors, là, la dernière sanction qu'on a eue, d'ailleurs, je pense que c'est une des premières, c'est une sanction qui sanctionne le fait que l'entreprise n'a pas répondu de bonne foi aux questions de la CNIL. Ça, c'est aussi super important. Le fait de ne pas répondre de manière honnête aux questions de la CNIL peuvent avoir un impact sur le montant de la sanction. Donc là, en l'occurrence, c'est une entreprise dont le siège social est en Chine. Et je ne sais plus si c'est la filiale française ou si c'est l'entreprise chinoise directement. Mais globalement, sur les fiches de renseignement des salariés, ils demandaient l'origine, le groupe sanguin. Mais parce qu'en fait, on a aussi une différence culturelle telle avec les pratiques des entreprises chinoises qu'en fait, juste ils utilisaient les formulaires du groupe. Et donc, on avait... c'est vrai que le groupe sanguin, ça paraît complètement aberrant. Ça paraît complètement aberrant, en fait. Non, vraiment. Ouais. Mais bon, peut-être que c'est une pratique là-bas qui est classique. Il y a plein de pays où, en fait, par exemple, je sais pas, en Équateur, sur les cartes d'identité, on demande l'appartenance ethnique. En France, c'est un truc qui serait inenvisageable. Et donc, voilà, on a aussi ce genre de choses. Et donc là, en l'occurrence, l'entreprise chinoise a oublié de traduire ce champ du formulaire quand ils l'ont transmis à la CNIL. Donc, ils ont été aussi condamnés pour ça. Au-delà du fait qu'ils ne minimisaient pas les données. Alors que la CNIL, elle n'est pas là, elle est là aussi pour accompagner. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans un... C'est pas le bourreau qui est là pour sanctionner. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a que, entre guillemets, 200 sanctions par an. Hein. C'est que, en l'occurrence, ça va être de moins en moins vrai sur le fait que la CNIL elle a aussi beaucoup été compréhensive pendant les contrôles. Je pense que ça sera de moins en moins vrai parce que forcément, au bout d'un moment, le RGPD, il a quand même 5 ans. Mais dans les missions de la CNIL, il y a un vrai rôle d'accompagnement des entreprises vers la mise en conformité, d'accompagnement des individus dans la protection de leurs données personnelles. Il y a un rôle d'accompagnement, de conseil, de réflexion aussi, d'apporter des recommandations pour aider les entreprises à comprendre le règlement. Donc, la CNIL, elle publie des recommandations hyper régulières, notamment sur, elle a, je sais pas, un guide pratique pour les RH, un guide pratique pour le marketing, un guide pratique pour les pharmacies. Il y a plein de guides qui permettent en fait de mieux comprendre l'adaptation de la législation à notre secteur d'activité. Donc ça, c'est pour le coup, la CNIL, elle permet quand même de simplifier la vie des entreprises dans leur mise en conformité. Il y a plein d'outils sur leur site. Je vous invite à aller voir parce que ce n'est pas le cas de toutes les autorités de contrôle européennes. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens que la CNIL et donc n'a pas tout le temps le temps de pouvoir produire autant de guides
pas à pas et des guides qui sont quand même très tournés vers voilà, l'accompagnement. Et au-delà des entreprises, elle accompagne aussi l'ensemble de la population. Donc, elle a plein d'outils pour faire comprendre aux enfants ce que c'est que une donnée personnelle, ce que c'est que la protection de ces données, etc., qui sont vachement bien faits. Un truc comme ça, je reviens peut-être sur le sujet un peu d'avant, mais je viens d'avoir un flash sur un cas que j'ai vécu personnellement. C'est que je me suis retrouvé, enfin tous les mois en fait, tous les mois sur mes entreprises, dans certaines entreprises, je suis prélevé à tort en fait, pour des marques, pour des opérateurs téléphoniques, pour des trucs, pour des forfaits que je n'ai pas en fait. Donc ça veut dire qu'on a mon RIB qui traîne parce qu'il a été mis dans de mauvaises mains à un moment donné. Et aujourd'hui, voilà, tous les mois, je dois carrément prendre un temps pour faire les rejets de prélèvements abusifs. Exactement. Donc, de tout checker. Ce qui fait que ça rejoint un sujet, l'importance de l'image, parce que tu disais, j'aime pas piloter les entreprises par la sanction. En fait, aujourd'hui, je comprends quand tu dis ça, parce que dans les entreprises récentes que j'ai, mon RIB, je le donne au compte-gouttes à qui je sais qui doit l'avoir, et c'est vrai que je prends moins le risque de bosser avec des entreprises exotiques, quoi. Je préfère bosser avec des entreprises sérieuses qui font attention et qui sont réputées pour ça. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet dans le choix, quoi. Ouais, complètement. Est-ce que, alors ça c'est, on entend beaucoup parler, tu as parlé justement de la Chine, donc je fais la transition. On a beaucoup parlé de l'utilisation de la donnée. Est-ce que l'État, il a un pouvoir particulier sur la donnée des entreprises? Parce que c'est l'État. Parce qu'en Chine, on sait que c'est le plein pouvoir de la donnée. Ils ont quasiment la main sur tout. En tout cas, c'est ce qu'on entend de loin, quoi. Est-ce qu'en France, c'est pareil? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que l'État aujourd'hui peut dire à Facebook, donnez-moi la donnée de tel utilisateur parce qu'il y a un risque? Alors, l'État, non. Par contre, la justice le peut. Ça s'appelle des réquisitions judiciaires, mais il faut que ça soit décidé par un juge, que ça a été... Enfin, voilà, il faut qu'il y ait... Exactement. En fait, c'est une des grandes différences avec les États-Unis. C'est que, et c'est en ça que la décision de transfert de données, elle avait été invalidée, c'est que l'État peut demander à n'importe quelle entreprise américaine que la donnée soit stockée sur le sol américain ou ailleurs dans le monde, à avoir accès à de la donnée pour des raisons à la base de lutte contre le terrorisme, mais sans avoir besoin d'une réquisition judiciaire validée par un juge. Et donc en Europe, on estime que c'est la porte ouverte à ce que l'État ait accès à tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, pas que à de la donnée personnelle, aussi à de la donnée stratégique. Et donc en France, c'est complètement différent. C'est que voilà, il faut qu'il y ait une décision. C'est comme si il faut qu'il y ait une réquisition, quoi. Voilà, il faut qu'il y ait une réquisition, tout simplement. Donc du coup, on a une vraie limitation là-dessus de l'accès aux données. D'accord. Et si l'entreprise s'oppose à la réquisition pour protéger un client? Globalement, c'est eux qui se mettent en faute. On a l'obligation de répondre à une réquisition judiciaire quand on est une entreprise, quoi. Donc ça, non, on peut pas s'y opposer. Et en fait, c'était en ça le challenge quand on essayait de contractualiser avec une entreprise américaine qui avait cette obligation d'accepter quand l'État demandait à avoir accès à de la donnée. En fait, on essayait de mettre des clauses dans les contrats qui disaient que l'entreprise s'engageait à déjà prévenir l'individu ou l'autre entreprise de cette demande de l'État et à s'y opposer. Mais sauf qu'en fait, globalement, quand on est sur des doubles obligations juridiques hyper contradictoires comme ça, c'est quand même très compliqué. Ouais. Là j'ai un cas en tête en fait d'une entreprise. Donc c'est des coffres-forts numériques. Donc l'entreprise, son service, c'est de vendre un coffre-fort numérique. Dans ce coffre-fort, il y a toute la vie de l'individu. Et là, le cas que j'ai en tête, c'était des coffres-forts qui gardent des clés de sécurité pour de la crypto-monnaie, par exemple. Et il y a une grande histoire, il y a une histoire qui est connue dans ce monde-là, c'est l'histoire d'un trafiquant de drogue qui passe par cette entreprise pour conserver la donnée. Et c'est une histoire qui est connue parce que je crois que c'est l'État américain qui a dit j'offre $800,000 à la personne qui arrive à récupérer l'information qu'il y a dans cette clé, ou je ne sais plus trop l'histoire, mais c'est pour dire qu'il y a un enjeu. Et l'entreprise en question, donc c'est une entreprise qui est française, elle a, je ne sais pas de quelle manière, mais elle a jamais donné la donnée en fait. Alors que derrière, c'est évidemment tout l'argent du blanchiment de la drogue. On sait à quel point derrière
Tracfin, Bien sûr. c'est tout un sujet. Elle n'a pas été contrainte. Est-ce qu'aujourd'hui, une entreprise, elle peut dire, même moi, j'ai pas l'information parce que ça fait partie de mon niveau de sécurité. Ouais. En fait, souvent, sur ce type d'outil, la donnée, elle est cryptée, en fait, et la clé de chiffrement, elle est accessible qu'au client final. Et donc, l'entreprise, a priori, ça m'étonnerait qu'elle ait juste refusé, surtout s'il y avait une décision de justice qui lui imposait. Alors après, je connais pas spécifiquement cette histoire, mais en général, la donnée, elle va être chiffrée directement, en fait. Et donc, en tant qu'entreprise, je n'ai pas accès à cette donnée. Par exemple, c'est le cas, en fait, c'est le cas de plein de structures qui utilisent des serveurs Amazon, par exemple, qui sont situés en France, mais pour pouvoir éviter l'écueil de le gouvernement américain peut aller demander à Amazon de récupérer de la donnée. Mais en fait, la donnée que moi, je vais stocker en tant qu'entreprise française sur des serveurs AWS, qui est la marque hébergeur d'Amazon, je vais la stocker de manière complètement chiffrée. Et donc, bah, le gouvernement américain, même s'il demande à avoir accès à la donnée, ils vont récupérer de la donnée qu'ils ne pourront pas lire. Donc ça, c'est complètement une mesure de sécurité qui est envisageable. D'accord. Et si on doit, je sais pas, par exemple, parler donc à l'opérateur, à l'utilisateur, à la personne qui est dans l'entreprise, quelle bonne pratique il peut simplement mettre en place en fait face au client? Ouais. Si on doit... Alors déjà... L'information essentielle, on avait parlé de collecter l'information le strict minimum exactement. pour l'utilisation du Collecter le strict minimum, informer le client de ce qu'on va faire de sa donnée. Donc il y a des règles aussi sur le consentement, si on veut faire de la prospection, en fonction de si nos clients est un utilisateur final ou si c'est un professionnel. On ne va pas avoir les mêmes règles. Donc ça, c'est important. Autre sujet, du coup, avoir conscience en fait du risque qu'on prend quand on manipule de la donnée personnelle et donc la sécuriser de manière spécifique. Un truc ultra important, c'est d'avoir un mot de passe par usage. Et ça, au-delà d'un professionnel en tant qu'individu, je vous invite vraiment à avoir un mot de passe par usage parce qu'après, il y a des logins de mots de passe qui se retrouvent sur le dark web et qui sont en fait, où juste la personne, après, elle va tenter dans plein de sites web différents d'utiliser le même couple login mot de passe et il y a plein de fois où ça marche. Donc ça, c'est super important. Et voilà, en fait, éviter de conserver de la donnée non structurée qui va en fait avoir un impact sur la gestion de la durée de conservation. Donc, par exemple, si on stocke tout dans notre boîte mail pour trier de la donnée qui est après dans notre boîte mail, c'est hyper compliqué. Aujourd'hui, avant, quand on avait des serveurs d'archivage de mails réduits, en fait, on nettoyait régulièrement nos boîtes mail. Maintenant qu'on est tous sur des boîtes mail en cloud, en fait, on n'a pas de limite et donc du coup, on conserve tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est important d'éviter d'envoyer de la donnée personnelle par mail parce que en fait, c'est une des portes d'entrée les plus simples pour un hacker et donc qui va avoir d'abord accès à toute la donnée qui est stockée dans les mails. En plus de ça, il y a aussi des risques de se tromper de destinataire, de machin, voilà. Donc ça, on évite de transmettre de la donnée par mail, on évite de stocker de la donnée non structurée, c'est-à-dire pas dans des outils. En fait, si on a un CRM, donc un outil de gestion de notre base client, on va pouvoir paramétrer des durées de conservation de manière simple, alors que si c'est dans des dossiers, etc., on ne va jamais s'en sortir. Ne pas conserver de la donnée personnelle aussi, en tout cas des données sensibles, type de la pièce d'identité, etc., de clients sur les téléphones, sur des clés USB. Je le vois encore beaucoup, notamment chez des commerciaux ou même des agents immobiliers, en fait, pour simplifier, je suis en visite, je vais prendre en photo la pièce d'identité du client. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est sur votre téléphone. Peut-être que c'est un téléphone pro. Ça... Bon, et encore, c'est ça. Et même, en fait, ça ne change rien sur le fait que si vous perdez votre téléphone, ça va être complexe. Alors, si c'est un téléphone pro, il y a peut-être des mesures pour nettoyer après le disque dur. Bref. Mais voilà, on évite, en fait, de collecter. Aujourd'hui, je sais qu'il y a quand même de plus en plus, que ce soit dans l'assurance ou dans l'immobilier, d'entreprises qui ont des plateformes, de dépôt de fichiers, etc. Donc ça, c'est des bonnes pratiques. De pouvoir constituer, je constitue mon dossier locatif ou de transaction sur une plateforme sécurisée. Ça, c'est des bonnes pratiques également. Ouais. Éviter les mots de passe dans les tableurs. On évite les mots de passe dans les tableurs, dans les petits carnets sous le bureau. C'est ça, voilà, ça, c'est bien évidemment le b.a.-ba. J'avais une question, mais on y a plus ou moins répondu.
c'est comment on concilie le RGPD avec TracFin. Finalement, TracFin, c'est une obligation. Ouais, donc, la exactement. donnée qu'on conserve, elle a un but. Ouais. Et donc, dans notre architecture de données… Exactement. On n'a pas de sujet à conserver de la donnée, à collecter de la donnée pour lutter contre le blanchiment. Pour faire nos déclarations TracFin, bien évidemment, il y a le RGPD, en fait, il y a une des bases légales qui nous permet de traiter la donnée, c'est les obligations légales. Donc, de la même manière, j'ai le droit de collecter les données de mes salariés, notamment leur numéro de sécurité sociale, etc., pour répondre à mes obligations d'employeur. Je dois vérifier que mon salarié, il a le droit de travailler en France, par exemple. Donc, je vais récupérer des titres de séjour, des choses comme ça, mais parce que je dois vérifier qu'il a la capacité de travailler en France. Juste, il faut quand même se poser les questions sur ces sujets-là pareil, toujours, la durée de conservation. On a aussi gardé des vieilles habitudes. Enfin, voilà, il faut juste se poser la question de, OK, mon obligation TracFin, c'est quoi ? Je dois collecter la donnée, je dois potentiellement faire des déclarations à TracFin si j'ai des doutes, mais après ces données, j'en fais quoi ? Combien de temps est-ce que j'ai une obligation légale de la conserver et l'effacer a posteriori ? Ça, c'est important quand même de se reposer la question et pareil, de rechallenger nos habitudes de traitement de données. C'est-à-dire, OK, je pense que j'avais besoin de ça pour refaire mes déclarations de TracFin. En fait, c'est pas moi qui fais les déclarations TracFin, donc je sais pas que le formulaire, il a évolué ou quoi que ce soit. Et donc, en tant que commercial, je continue à collecter tout ça, alors que finalement, le déclarant TracFin, il a besoin que de la moitié des infos. Alors, je sais pas, je dis… bien sûr, j'ai pas l'info sur TracFin en particulier, mais en tout cas, c'est important de se poser la question surtout quand on a une grande expérience professionnelle et qu'on a l'habitude de travailler avec des habitudes de travail qu'on a acquises il y a longtemps, de se reposer les questions de nos obligations. Ok, j'ai compris. La question du contrôle. Ouais. Comment la CNIL contrôle ? Alors, les contrôles, ils vont être décidés selon trois biais. Soit ils font suite à des plaintes d'individus. Donc, tout à l'heure, je dis, il y a eu 15 000 plaintes auprès de la CNIL l'année dernière. Soit ils font suite à des faits d'actualité qui peuvent être, par exemple, il y a eu un contrôle… alors, c'était un contrôle du ministère de l'Intérieur, en l'occurrence. La CNIL qui a contrôlé le ministère de l'Intérieur parce que pendant une interview, il y a, je ne sais plus si c'était le préfet ou quelqu'un qui a parlé de drones qui filmaient Paris, etc. Alors que la CNIL, elle n'avait jamais entendu parler de ce traitement. Donc, du coup, elle est partie faire un contrôle. Ça peut être ce genre de choses. Et troisième point, c'est les thématiques prioritaires de la CNIL. Donc, tous les ans, et par rapport à un plan stratégique qu'elle a sur 3 ans, elle définit des thématiques spécifiques. Donc, cette année, par exemple, c'était les caméras les caméras augmentées. Voilà, exactement. Donc, on ne parle pas de reconnaissance faciale. Ouais. C'est important. En l'occurrence, c'est vraiment un truc qui est complètement proscrit en France. Donc, on a des caméras augmentées avec des algorithmes qui vont analyser les images, mais pas faire de reconnaissance faciale. Pour dire que c'est pas exactement la même chose. Ouais. Voilà, bref, on va pas rentrer dans le débat. Donc, il y a les caméras augmentées. Donc, ça, c'est un contrôle prioritaire, notamment parce que… c'est devenu une thématique prioritaire parce que, notamment, il y a la loi JO donc pour la sécurité des Jeux Olympiques qui permet une phase d'expérimentation sur l'usage d'algorithmes sur l'analyse d'images. Il y a un autre sujet qui était les fichiers de suivi des impayés, notamment avec les interconnexions bancaires. Et le troisième, je ne sais plus ce que c'est. C'est une stratégie finalement. Voilà, c'est une stratégie de contrôle. Okay. Voilà, elle traite des sujets. Je crois que c'est les outils de surveillance des salariés en télétravail. Okay. Voilà, donc pareil, qui fait suite en fait à avènement du télétravail. Il faut qu'on s'assure que tout a été fait dans les normes, sachant que ça a été fait quand même assez rapidement. Donc en fait, elle déclenche ses contrôles selon ces 3 thématiques, et puis elle peut aussi faire donc des contrôles via les sites web et décider d'aller contrôler telle ou telle entreprise. Une fois qu'elle a défini en fait son plan de contrôle, il y a des contrôles qui vont être juste, entre guillemets, l'envoi d'un questionnaire. Vous avez 1 mois pour répondre. Elle peut renvoyer un questionnaire. Voilà, il y a des échanges. Ouais. Ensuite, il y a toujours une phase de pouvoir d'oral, en fait, où vous allez répondre aux questions de la CNIL. Et après, elle peut décider ou pas de déclencher un contrôle sur place.
Donc là, pour le coup, elle peut arriver, directement chez vous sans passer par la phase questionnaire. Ça, en général, c'est quand il y a des plaintes qui présentent des forts risques ou ce genre de choses. Ouais. C'est-à-dire qu'ils viennent sans prévenir. Ils viennent sans prévenir. Bonjour, c'est la CNIL. Super, extraordinaire. Et là, là, il faut s'accrocher un peu. Surtout si on n'a rien de prêt, en sac. Voilà. Et soit, donc, il y a ces contrôles sur les plateformes web, en fait, qui permettent quand même de pouvoir identifier des non-conformités assez facilement. Donc, c'est des contrôles qui peuvent être très chronophages, surtout si on n'a aucun dispositif de conformité en place. Puis même si on a des choses en place, en fait, la CNIL, elle va quand même aller vérifier. Donc, elle va te demander d'extraire tes logs de connexion pour vérifier que tu as une bonne gestion des habilitations. Elle va aller vérifier dans tes bases de données que tu n'as pas, dans tes zones de commentaires libres, tout et n'importe quoi d'écrit. Enfin, voilà, il y a quand même... c'est des contrôles qui vont prendre du temps aux opérationnels. Et à la direction, et qui peuvent ressortir donc soit avec une mise en demeure de se mettre en conformité, donc ce qui a été le cas par exemple quand on a eu les contrôles des plateformes e-commerce sur le sujet de Google Analytics, ils n'ont pas eu de sanctions pécuniaires. En même temps, ça aurait été un petit peu... en fait, au regard du pourcentage d'entreprises qui utilisaient Google Analytics à ce moment-là, ça aurait été un peu dur de sanctionner 2 entreprises alors que en fait, tout le monde le fait. Ouais. Donc, du coup, ils ont mis en demeure les entreprises de se mettre en conformité. Soit on peut avoir des demandes de suspension de traitement. Par exemple, j'estime que ton traitement, il n'est pas conforme. Ça peut être le cas souvent sur des traitements où la CNIL va avoir besoin un peu plus de temps pour analyser la conformité. Par exemple, tous les traitements un peu innovants où on va utiliser de l'intelligence artificielle, etc. On peut avoir des demandes de suspension de traitement. On peut aussi avoir des demandes de suspension de flux. Donc, par exemple, j'estime que le transfert de données que tu fais aux Philippines, parce que ton service client il est aux Philippines, ce n'est pas conforme. Donc, arrête le transfert le temps que tu mettes les choses d'équerre. Et soit, on va avoir une sanction administrative, donc qui va être une sanction financière, avec ou non publication de la sanction. Donc ça, la publication, c'est dans tous les cas, on peut avoir ou non une publication. Et les sanctions pécuniaires, c'est jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial consolidé, 20 millions d'euros d'amende. Donc en fait, il y a 2 niveaux de sanctions. Il y a 2% et 10 millions d'amende ou 4% et 20 millions d'amende en fonction de la raison de pourquoi tu vas être sanctionné. En plus, avec la demande de la mise en conformité immédiate. Exactement. Oui, derrière, il faut changer tout. Souvent, en fait, on a, au-delà de la sanction pécuniaire, on va avoir une injonction de se mettre en conformité avec des amendes par jour de retard. Donc, par exemple, vous avez 6 mois pour vous mettre en conformité. Et puis, au-delà de ça, au-delà de ces 6 mois, vous allez avoir X euros d'amende par jour supplémentaire. Ouais, c'est vrai, donc les sanctions, elles peuvent faire mal. Ouais, les sanctions, elles peuvent faire mal. Là, on a eu... ça peut déstabiliser les entreprises, quoi. C'est-à-dire, vraiment, si tu fais n'importe quoi, vraiment... Ouais. Là, on a eu une sanction... je sais plus exactement quelle entreprise c'est, donc je ne vais pas citer le nom, mais on a eu une sanction cette année à 20 millions d'euros d'amende. Alors, même si c'est une grosse entreprise... C'est le plafond, du coup. Ça, c'est le plafond. Ouais. En l'occurrence, ce n'est pas le plafond parce que le plafond, c'est 4% du chiffre d'affaires mondial consolidé et cette entreprise, elle était à plus de 20 millions. Ça représentait plus. Mais en l'occurrence, 20 millions d'euros d'amende, même quand on fait des milliards de chiffre d'affaires. Ouais, on doit s'en passer, quoi. Ouais. Et la conservation des données, si on compare par exemple par rapport le B2B, par rapport au B2C, il y a une différence? Alors, il y a une différence, pas sur la conservation. Alors, quand on conserve de la donnée d'entreprise, ce n'est pas de la donnée personnelle, donc on n'est pas concerné par le RGPD. Okay. Alors, attention, quand je dis données d'entreprise, c'est exclusivement la structure juridique, le numéro fixe de l'accueil, et voilà. Ouais. Par contre, ton adresse mail professionnelle qui fait apparaître ton nom et ton prénom, c'est une donnée personnelle. Okay. La donnée personnelle, la définition, c'est toute donnée qui permet d'identifier directement ou indirectement un individu. Donc, de la même manière, ton numéro client, comme par recoupement, même si c'est 1, 2, 3, 4, 12, 25, par recoupement, on va pouvoir retrouver ton identité. Et donc, c'est de la donnée qui est considérée comme personnelle. Et donc là-dessus, les règles, les distinctions entre B2C et B2B, donc sur l'usage de la donnée personnelle, mais que tu as dans ton cadre professionnel, la principale distinction, c'est dans le cadre de la prospection commerciale. En fait, on estime que pour pouvoir faire de la prospection commerciale, donc envoyer du mailing
un individu qui intervient pour son propre compte, on est obligé d'avoir son consentement préalable, sauf si c'est déjà mon client. Donc, par exemple, voilà, c'est pas mon client, juste tu viens t'inscrire, tu viens déposer une demande d'information sur mon site. Ben, j'ai besoin de ton consentement si je veux continuer à t'envoyer de la prospection sur plein d'autres choses. Par contre, si je récupère de la donnée de professionnels qui peuvent être intéressés par mon business, ben là, on n'a pas besoin du consentement préalable. Par contre, on va avoir toujours un droit d'opposition. Donc, l'individu, en tant que professionnel, il pourra s'opposer à ce que tu lui envoies de la prospection commerciale. C'est ça la grande distinction entre B2C et B2B. Et attention, pour les entreprises qui ne travailleraient pas qu'en France, cette règle-là, elle n'est pas directement issue du RGPD. C'est une adaptation de la directive e-privacy. Et donc, du coup, on a des cadres légaux qui sont différents en termes de prospection commerciale en France ou dans les autres pays européens. Ah oui, il y avait aussi comment on appelle là, les logiciels qui sécurisent les mots de passe. Oui. On a un mot de passe et exactement. C'est vraiment efficace. C'est ultra efficace, ça, sous réserve qu'on en choisisse un qui est sécurisé. C'est-à-dire que le gestionnaire de mots de passe qui sont sur vos navigateurs, alors c'est toujours plus sécurisé qu'avoir un tableur sur votre poste. Hein. Mais en l'occurrence, le problème avec souvent les navigateurs, c'est que vous avez de l'insynchronisation, du coup vous les avez sur plusieurs appareils. Voilà, donc moi personnellement, je ne recommande pas d'utiliser le gestionnaire de mots de passe, que ce soit Google ou Apple ou Mozilla ou autre. Par contre, il y a plein d'outils aujourd'hui qui permettent de stocker des mots de passe de manière chiffrée et accessible avec juste un seul mot de passe maître qu'il faut bien évidemment du coup sécurisé, hein. On ne met pas son prénom ou le prénom de son fils, ce serait quand même dommage. Mais ça vous permet en fait d'avoir un usage, enfin d'avoir un mot de passe individuel pour chaque site web sur lequel vous allez devoir vous connecter, d'avoir un mot de passe qui va être produit par cet outil et donc du coup impossible à deviner par rapport à vous, votre personne en fait, parce que très éloigné. Et donc, voilà, c'est vraiment une des solutions les plus simples pour sécuriser son identité numérique, que ce soit à titre professionnel ou à titre personnel. Moi, on en a un au cabinet. En fait, aujourd'hui, voilà, mes collaborateurs, ils ont un mot de passe pour se connecter à leur PC et un mot de passe maître pour pouvoir se connecter à notre outil de gestion de mots de passe. Et derrière, tous les autres, c'est des mots de passe individuels. Ce qui fait que s'il y a un site qui se fait ponctionner sa base login mot de passe, bon déjà, on espère que le site, il a les mots de passe de manière cryptée, mais bon, on ne sait jamais. Et bien, finalement, ils ne vont pas pouvoir se connecter à d'autres outils. Ils ne vont pas pouvoir aller plus loin. Exactement. Mais la question de me pose par rapport à ces, vu que vous les connaissez, c'est conservateur de mots de passe? Ouais, c'est gestionnaire de mots de passe. Ok. Quand on est connecté à sa banque, parfois il faut taper sur le clavier numérique. Ouais. Donc là, du coup, on se retrouve avec des mots de passe en tête. Ouais, alors ça, parce que tu y vas souvent et du coup, tu as retenu tes 4 chiffres ou tes 6 chiffres. Ouais. Mais en fait, tu peux aussi stocker dans ton gestionnaire de mots de passe ce mot de passe-là, en fait. Ah oui, après, tu l'ouvres et en fait, c'est juste une extension, c'est une extension sur ton navigateur. Hop, quand tu veux l'ouvrir, il te demande ton mot de passe maître la première fois. Si tu restes connecté pendant 3 heures, tu n'as pas besoin de remettre ton mot de passe maître à chaque fois. Et franchement, c'est d'une simplicité d'usage et vraiment, ça permet directement un impact, un gap en termes de sécurité de ton identité numérique. C'est vrai que, alors moi, je conserve tout sur mon Apple, mais je viens de penser à un truc par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que la donnée, elle est aux États-Unis. Alors elle doit, oui, si. Oui. Bah, en fait, globalement, oui. Ouais, globalement, ouais. Je crois qu'ils sont en Irlande que pour l'utilisation fiscale. Hein. C'est pas pour la conservation des données. Mais du coup, quel impact ils ont le droit de la conserver du coup, parce que on m'a jamais, contrairement à Analytics, on m'a jamais dit du jour au lendemain, parce qu'il y a eu des changements avec tiens, telle entreprise on peut plus ou tel pays on peut plus y rendre, où il sort on va dire de la convention, je sais pas comment dire. J'ai toujours pu avoir mes mots de passe là-bas sans avoir eu problème depuis des années. En fait, le sujet c'est que aujourd'hui en Europe on est dépendant des entreprises américaines, ce qui fait que en fait c'est en ça que l'invalidation de cette décision d'adéquation de transfert de données vers les États-Unis a entraîné 2 ans d'insécurité juridique complète. Okay. Parce qu'en fait, en effet, les entreprises françaises ne pouvaient pas changer comme ça du jour au lendemain. Enfin, combien on a d'entreprises qui sont sur la suite Google,
sur Microsoft. Enfin voilà, à un moment. On est ultra Et dépendant. donc du coup, comme on était ultra dépendant, il fallait trouver une solution juridique d'encadrement de ces flux. Moi, ce que je recommande, et c'est aussi l'intérêt du podcast qu'on anime, hein, c'est de pouvoir présenter des solutions françaises et européennes qui qui permettent de répondre à ces enjeux de souveraineté numérique et en même temps qui permettent aussi de montrer qu'on a aussi des pépites en Europe de la tech qui permettent d'avoir des offres similaires. Alors, pas toujours, pas sur tous les sujets. Aujourd'hui, on est d'accord que sur toutes ces plateformes, tous les GAFAM, on est dans une difficulté à pouvoir changer de prestataire. Après, il y a des solutions de limitation du risque, c'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, que ce soit Google ou Microsoft, globalement, les données, elles sont stockées en Europe. Si vos données, elles peuvent aussi être stockées sur des serveurs de manière chiffrée, ça veut dire que ce risque de transfert, finalement, c'est de la donnée qui va être transférée, mais de manière chiffrée. Après, même si nos données opérationnellement, elles sont en Europe, aujourd'hui, il y a bien évidemment des flux vers les États-Unis. Et voilà, cette phase d'insécurité juridique, tout le monde a un peu fait... Parce que on ne pouvait pas faire ça, en fait. On ne pouvait pas faire ça. Et on ne va pas demander aux entreprises françaises et européennes de couper tous les usages de tous les outils US qu'on a laissé pousser depuis des années, quoi. Et du coup, pourquoi tu as dit tout à l'heure, il faut éviter des conseils. Apple, ils communiquent quand même vachement sur la protection des données, des mots de passe. Ils ont vraiment innové vraiment dedans. En fait, moi, je le déconseille juste vraiment aussi parce qu'on a un multiple usage de nos navigateurs et donc du coup, tu es sans doute connecté sur ton compte Apple sur plein d'outils. Et donc du coup, pour accéder à ton gestionnaire de mots de passe Apple, tu n'as pas besoin de mettre un mot de passe. Tu vois, tu n'as pas besoin de mettre un mot de passe. C'est le scan de... Ouais, c'est le scan de... mais tu vois, sur la suite Google, moi, quand j'utilise mon Gmail, il faut mettre globalement, je n'ai pas besoin d'avoir mon ordinateur. Il est connecté en permanence à mon compte Google. Je n'ai pas besoin de mettre un mot de passe pour pouvoir avoir accès à mon gestionnaire de mots de passe. Donc forcément, ça limite en fait le niveau de protection. Et moi, le gestionnaire de mots de passe qu'on utilise au bureau, c'est un peu différent parce qu'il est stocké sur nos serveurs, physiquement sur nos serveurs, et donc du coup, on a forcément une meilleure maîtrise. Après, c'est quand même une meilleure pratique d'utiliser, des gestionnaires de mots de passe parce que ça te permet d'avoir des mots de passe multiples, et ça, c'est vraiment la base. J'ai compris. Et pour donner un petit peu les tranches de prix sur un gestionnaire de mot de passe? Franchement, ça coûte vraiment pas cher. Il y a même il y a aussi des gestionnaires où il y a une version individuelle gratuite avec un nombre limité, je pense, d'endroits où tu peux te connecter. Mais ça coûte rien. Enfin, ça coûte moins d'une dizaine d'euros par mois. Ok. Donc on a dit, à chaque fois qu'on récupère de la donnée, on se pose la question. Ouais, on se pose la question. La conséquence de la conservation de cette donnée. Exactement. C'est finalement une bonne posture. Comme ça, on est sûr avant de collecter la donnée, de la marquer dans le logiciel ou de conserver la pièce. Exactement. On évite de la stocker n'importe où. C'est ça, donc l'outil structure, on sécurise. L'outil structure, c'est hyper important. Pas les supports amovibles. Les clés USB, c'est non, globalement. On essaie de sortir du papier. On essaie de sortir du papier. Je sais pas pourquoi je suis sûr là-dessus, mais j'ai l'impression que le papier, on rentre vite dans une... en fait, c'est plus compliqué à gérer. C'est plus compliqué à détruire parce que ça coûte plus cher, c'est plus conservé. C'est plus difficile en entreprise de le stocker parce que souvent, c'est stocké dans le placard derrière qui est ouvert à tout le monde. Enfin voilà, il y a... C'est ça. Pour les décisionnaires, il faut faire attention aux sous-traitants. Ouais, très important. On a une responsabilité. Exactement. Donc, si on donne accès à de la donnée... il faut s'assurer que... Exactement, ça peut être votre responsabilité. On sensibilise les collaborateurs. Il faut que tout le monde se rende compte des risques qui sont pris parce qu'on a l'habitude de transmettre nos données à tout le monde et donc on ne se rend pas forcément compte de quel est l'impact potentiel. Donc ça, c'est super important aussi. Là-dessus, on a une super formation, d'ailleurs au passage, qu'on met à disposition de nos clients. Ils peuvent l'envoyer à leurs clients aussi. Vraiment, c'est 2 heures, on sensibilise tout le monde à la gestion un petit peu de ce qu'on dit là depuis tout à l'heure, les mots de passe, etc. Mais c'est extrêmement profond puisque finalement, simple et profond parce qu'en fait, quand on sait que le phishing, c'est un des plus gros... Exactement. C'est abusé, quoi. C'est-à-dire, c'est tellement basique et à la fois tellement zappé que... Exactement. Puis souvent, le phishing se transforme en rançongiciel, quoi, derrière. Et en fait, on a des très forts impacts. C'est ça.
Et il faut informer les clients des traitements. Exactement. C'est ce que tu disais. Ouais. Et quand on subit une violation de données, donc que ce soit une cyberattaque ou j'ai perdu tout un dossier papier, etc., on ne fait pas la politique de l'autruche, il faut la traiter parce qu'en fait, en tant qu'individu, si je sais que mes données, elles ont fuité, ben, je vais être d'autant plus... je vais faire plus attention à mon compte bancaire, aux mails que je reçois, etc. Donc vraiment, la politique de l'autruche, ça ne fonctionne pas. En plus de ça, si jamais derrière la CNIL se rend compte que vous n'avez pas notifié la violation de données à la CNIL et que vous n'avez pas prévenu les gens, bah là, directement, elle va arriver de manière beaucoup plus... elle sera beaucoup plus... comment on dit stricte avec vos retours. Donc voilà, la politique de l'autruche, ça ne marche pas. Ouais, ça ne marche pas. Et le truc qui m'a le plus marqué, c'est deux choses en fait. Alors d'un point de vue business et de l'autre côté, d'un point de vue responsabilité, c'est que l'individu, il est condamnable personnellement. Ouais. C'est-à-dire d'ailleurs, on a donné l'histoire tout à l'heure de la dame qui est au RH, mais en fait, finalement, l'opérateur qui fait n'importe quoi avec les données, la conséquence, c'est que c'est avéré. Il peut être. S'il le fait de manière délibérée, bien évidemment. Bien sûr. Si on ne donne pas à nos salariés les outils pour travailler correctement et que. Voilà, c'est pas ça, et qu'on ne leur a jamais expliqué, etc. Mais par contre, si, en tant que commercial, on vous a donné des consignes, on vous a tout expliqué et que finalement vous faites n'importe quoi, bah, votre responsabilité, elle peut être engagée. Le commercial qui, on lui demande depuis des années de signer des baux électroniques et qui continue de faire des baux papier, par exemple. Et qui les laisse traîner dans sa voiture, par exemple. Là, c'est un sujet. Exactement. Et c'est un motif de licenciement? J'imagine que oui. C'est un motif de... Ça peut être défini comme une faute grave, en effet. Ça peut être défini comme une faute grave, Et le point qui m'a marqué, parce qu'on a vécu la même histoire sur Tracfin, c'est cette fameuse jurisprudence-là qui fait que si nous on se conforme et que nos concurrents ne se conforment pas, on est en position de concurrence déloyale. De concurrence déloyale, c'est très fort. Parce qu'à l'époque, on se disait, mais pourquoi je vais rajouter 10 minutes d'information client sur toute l'année, sur truc et tout, alors que derrière, les autres ne le font pas et moi, ça me coûte cher et les autres... Bah oui, mais ça, c'est vrai que c'est hyper important. Et aussi, au-delà de... Donc, il y a la concurrence déloyale et l'accès au marché, pour, si vos clients, c'est des grosses structures ou des collectivités, il y aura forcément un moment où votre conformité RGPD, elle va être nécessaire, en fait. Ouais. J'ai un client, d'ailleurs, là, on a eu un partenaire, en fait, qui m'a dit, voilà, si je bosse avec vous à condition que vos données soient stockées en France. Je me suis dit, quoi cette question? Alors, en fait, j'ai pas fait exprès. Mais quand j'ai vérifié, effectivement, elles étaient bien stockées en France, sur toute la chaîne, j'ai pu lui expliquer et tout, etc. J'ai pas fait exprès parce que je ne m'étais pas posé particulièrement la question. Mais ça a l'air d'être important pour certaines grosses entreprises. Ouais. En fait, il y a un vrai sujet de souveraineté numérique de la donnée. Et au-delà de la protection de l'individu, il y a aussi une vraie question de valorisation de la donnée, de données stratégiques. Voilà, en fait, on a la donnée perso, donc il faut la protéger pour nos individus, pour nos clients. Mais c'est aussi un des actifs de l'entreprise, les données de nos clients, qui fait que on n'a pas forcément envie qu'en la stockant à l'étranger, on augmente le risque de l'avoir se faire récupérer par un tiers. Et dans les très grosses entreprises françaises, on a des vrais sujets aussi de stratégie concurrentielle mondiale qui font qu'on n'a pas envie que notre donnée elle parte n'importe où, quoi. Ouais. On avait parlé aussi la dernière fois, quand on a préparé l'entretien, de l'assurance cyber. Alors, on parle à des assureurs un petit peu. Donc, alors, l'assurance cyber, un large sujet. C'est un large sujet, ouais. L'assurance cyber, globalement, moi, je le recommande à toutes les entreprises qui se sont assurées de ne pas être dans les exclusions de l'assurance cyber. Aujourd'hui, on s'est retrouvés... Il y a eu une période où, quand même... on a eu beaucoup de ventes d'assurance cyber parce que forcément, avec l'augmentation des cyberattaques, on s'est dit, allez, vite, je vais prendre une assurance cyber. J'ai vu 52% d'entreprises. Ouais, mais en même temps, quand on voit le coût lié à une cyberattaque, je comprends complètement qu'on prenne une assurance cyber et je le recommande. L'assurance cyber, elle va avoir... Donc, il y a eu ce sujet de... Avant, on pouvait payer des rançons avec l'assurance cyber, maintenant, on ne peut plus. Parce que globalement, ça poussait aussi... les hackers à aller viser les entreprises qui avaient des assurances cyber parce qu'ils se disaient, bon, de toute façon, c'est l'assurance qui va payer, donc on est sûr d'avoir la rançon. Donc, il y a eu ça comme sujet, mais au-delà de ça, l'assurance cyber, elle va permettre de pouvoir donner des
des contacts aussi aux clients. Okay, j'ai une cyberattaque, j'ai pas de délégué à la protection des données, je connais pas d'expert cyber, je connais pas d'avocat pour m'accompagner là-dessus. Qu'est-ce que je fais? J'appelle mon assurance, il va me donner une liste d'avocats, d'experts cyber et de délégués à la protection des données qui vont être là pour t'accompagner. Donc ça déjà, c'est un gain de temps incroyable. Même si aussi au-delà de ça, si vous avez des sujets en termes de cyberattaque, n'hésitez pas à aller sur le site de cybermalveillance.gouv.fr qui va vous accompagner, que ce soit vous êtes en tant que particulier ou professionnel, à la gestion de ces cyberattaques. Je fais un peu de pub pour les organismes gouvernementaux. Donc, il y a le fait d'avoir des points de contact d'experts qui vont pouvoir vous accompagner, le fait de pouvoir en fait vous couvrir sur les pertes, enfin déjà les frais directement liés à la cyberattaque et aussi l'ensemble des pertes de production, etc. Enfin, en 2022, là, selon une étude, on a eu 350 000 cyberattaques qui représentent plus de 2 milliards d'euros de frais. C'est énorme. Enfin, en fait, entre le fait que ton entreprise, elle ne peut pas travailler peut-être pendant 1 jour, 2 jours, 4 jours, 1 mois, parce qu'elle n'a plus aucun de ses outils de dispo, il faut faire toute l'analyse forensique pour aller comprendre ce qui s'est passé, t'assurer que ton hacker, il n'est plus dans ton système d'info, etc. Il faut remonter un système d'information régulièrement from scratch, donc se dire, OK, je vais aller tout remettre dans un autre data center complètement sécurisé. Tu as tout l'accompagnement forensique, l'accompagnement légal. Globalement, plus la rançon si tu la payes, même si bien évidemment, c'est très déconseillé de payer la rançon, mais des fois pas le choix. Voilà. Donc en fait, ça peut vite coûter très cher. On parlait tout à l'heure, tu as dit un mot, tu as dit peut-être tout à l'heure, la cyber-haine. C'était quoi le futur? C'était le... Ça, je parlais de toutes les nouvelles législations qui arrivent en France et en Europe. En fait, on a un certain nombre de législations qui sont portées au niveau européen, spécifiquement sur la cybersécurité, donc notamment NIS 2, qui va concerner les assurances aussi. On va avoir DORA, qui permet de gérer la résilience en fait, opérationnelle des systèmes informatiques. On a aussi le règlement sur l'intelligence artificielle qui arrive aussi pour donner un peu un cadre à ces usages-là. Et on a aussi donc la loi, il y a une loi en France cet été contre la la haine en ligne en fait, pour lutter contre le cyberharcèlement, pour protéger les mineurs de l'ensemble de ces de tous les cas de cyberharcèlement dont on entend parler de plus en plus, qui ont des conséquences quand même dramatiques. On a aussi là une loi au niveau européen qui impose aux grandes plateformes de vraiment gérer la modération, en fait, de lutter contre la fake news, de gérer les modérations. Et là, en l'occurrence, avec la situation géopolitique actuelle, on a une première plainte de l'Union européenne qui a demandé à X, donc Twitter, nouvellement Twitter, voilà, bref, et à Facebook, de vraiment mettre en place ces éléments de modération qui ont été imposés par la législation, parce qu'on a vu un déferlement de fake news, etc. Et donc, voilà, là-dessus, on voit que... Ça va être incontrôlable. Quand je vois le volume d'informations à chaque seconde qui passe. Exactement. Mais en même temps, c'est leur job de pouvoir, en fait, s'assurer de modérer. On ne peut pas laisser en même temps tout et n'importe quoi être accessible à tout le monde. À un moment, voilà, donc on commence à avoir des plateformes qui vont être utilisées de manière différente aux États-Unis et en Europe, parce qu'en fait, ils ont des nouvelles législations. Et là-dessus, voilà, la Commission européenne, elle a quand même, le Parlement européen a quand même légiféré et se bat pour qu'on ait un environnement numérique beaucoup plus sûr que celui qu'on a actuellement. Ouais. On a l'impression de s'éloigner un peu de la liberté d'expression, quelque part. Ouais, alors après, en France, dans la rue, t'as pas le droit de dire ce que tu veux non plus. L'appel à la haine, etc., c'est interdit. Donc, en fait, c'est juste qu'on a laissé sur notre vie numérique des règles qu'on n'applique pas dans la vraie vie. Et sous couvert d'anonymat, on a laissé aller des choses qui sont pas OK. Donc, en fait, voilà, se poser la question de pourquoi est-ce que j'ai des règles différentes quand je parle dans la rue ou quand je parle auprès d'un journal.
Ou quand je parle sur un réseau social, bah, après, ça, c'est l'avenir de la société qui nous le dira. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, en parlant d'avenir, du coup, comment tu vois l'évolution, je sais pas si c'est loin de se projeter dans 10 ans, tellement ça va vite au niveau numérique, Ouais. mais je sais pas, des prochaines années, comment tu vois la tendance, l'adaptation dans le quotidien, je sais pas de... Dans le quotidien, je pense que globalement, C'est sûr qu'il y aura une on... augmentation du niveau de sanction du fait de la ouais, connaissance que l'entreprise elle pourra publier, exactement. quoi. Ouais. Il y aura forcément de plus en plus de sanctions. En plus de ça, ben, en fait, comme aussi hein, les autorités de contrôle ont de plus en plus de responsabilités, en tout cas, enfin, de trucs à faire, bah, ils renforcent les équipes hein, au fur et à mesure. Donc, il y aura forcément plus de sanctions. Je pense que les sociétés sont vraiment hein, de plus en plus intéressées à ces sujets-là. Donc, il y aura forcément plus de plaintes, plus de sanctions. Et là, on a quand même une multiplicité, en tout cas beaucoup de législation au niveau européen qui arrive spécifiquement, enfin particulièrement sur la cyber, mais parce que aussi on a des explosions de nombre de cyberattaques qui fait qu'on est obligé à un moment de mettre des choses en place pour pouvoir les gérer. On va avoir l'apparition, on a eu l'apparition du cyberscore. Donc c'est que les grandes plateformes vont devoir afficher sur leur site internet un peu le même fonctionnement que le Nutri-Score sur les produits alimentaires, un cyberscore, et donc qui vont être en fait qui vont permettre aux individus de savoir à quel niveau on peut faire confiance à cette plateforme. Donc ça va aussi aider, ça va aider le grand public à choisir de plus en plus les gens à qui elle confie de la donnée. Ça va obliger les entreprises aussi à augmenter leur niveau de cybersécurité, hein, parce que on l'a vu, là, le Nutri-Score, ça a permis aussi, dans l'agroalimentaire, à limiter, améliorer en fait, la composition de leurs produits. Donc, la transparence vers l'utilisateur, elle va forcément augmenter. Et donc, on a aussi le règlement IA, hein, qui est quelque chose de très attendu hein, sur comment est-ce qu'on va se positionner avec cette nouvelle technologie qui a quand même, qui bouleverse quand même un peu les usages et la société. Donc ça, c'est un fort enjeu des années à venir. Ok. Moi, de mon côté, je crois que j'ai fait le tour. Hein. J'ai pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oubliées de ton côté? Non, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon. Ok, super. Eh ben, écoute, je te souhaite une bonne continuation. Ouais, merci à toi. J'espère que ça va te permettre aussi de te faire connaître. Tu es déjà connu vous êtes déjà un cabinet qui est connu et réputé. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on vous a trouvé. Votre crédibilité est déjà installée. Abonnez-vous au podcast. J'en profite parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations comme ça disponibles. Et surtout gratuitement comme ça, comme la CNIL, comme les références qu'on a données. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une bonne formation.